Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de l'année chez Simplicure. Salut Christian, comment tu vas? Salut William, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, très bien. J'espère que vous êtes tous en forme en ce début d'année. On a la chance aujourd'hui d'avoir le docteur Christian Boyer, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui va nous parler des 5 piliers du SIBO. Christian, pour te présenter, docteur en biologie, santé et physiologie humaine, nutritionniste, praticien en micronutrition qui est spécialisé dans les troubles digestifs et hormonaux, formateur et conférencier et membre du comité scientifique du laboratoire NRD Nutrilogix. J'espère que j'ai rien oublié, Christian. Non, ça va, c'est suffisant. Ok, génial. Écoute, vraiment hâte de t'écouter. C'est un sujet qu'on nous demande non-stop sur Simplicure, le SIBO. C'est notre deuxième webinaire ensemble. Donc, je te laisse la parole. Peut-être juste avant de commencer ce webinaire, il est offert par Simplicure. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Simplicure, on a développé une plateforme qui vous permet de facilement recommander l'ensemble des compléments de vos laboratoires favoris à un seul endroit. Donc, fini de prescrire sur 3-4 labos différents avec le patient qui doit se débrouiller avec 4-5 frais de livraison. Vous pouvez tout recommander à un seul endroit. Ça vous fait gagner du temps et ça facilite l'achat pour vos patients. Christian prendra le temps de répondre à toutes vos questions à la fin. On garde un gros quart d'heure pour répondre à vos questions. Pour ces questions, je vous propose d'utiliser, s'il vous plaît, le petit onglet Q&A qui est prévu. Comme ça, on peut même voter sur les questions et on privilégiera les questions avec le plus de votes. Et sans plus attendre, je te laisse, Christian, hâte de t'écouter. Parfait. Eh bien, tout d'abord, bonne année à tout le monde, hein, déjà. Donc, avant de commencer le webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du SIBO. Et quand j'ai fait ce webinaire-là, j'ai essayé de le faire un peu pour tout le monde, c'est-à-dire autant pour ceux qui ne connaissent pas trop le SIBO ou ont entendu un petit peu parler, mais on va dire sans plus, et aussi pour ceux qui le connaissent déjà. J'ai essayé d'intégrer voilà, des nouvelles données, des choses importantes, on va dire, sur lesquelles il faut insister. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, on va dire, voilà, qui soit vraiment à la portée et intéressant pour tout le monde. Donc le but du webinaire, c'est d'abord, je crois que c'est le plus important, c'est de bien savoir ce que c'est que le SIBO, parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études, des choses qui se disent dans tous les sens. Donc c'est bien de revenir sur la base, parce que comme on dit, pour gagner une guerre, il faut bien connaître son ennemi. Et donc le but aussi, c'est d'avoir des notions, hein. Je dis bien des notions, hein, parce que là, sur une heure de webinaire, vous allez voir, c'est vraiment une toute petite partie, c'est 5% à peine de tout ce que je pourrais vous dire sur le SIBO, mais ces 5%-là vous seront très utiles, du moins je l'espère. Donc, les 5 piliers essentiels, j'ai essayé d'axer comme ça la présentation, c'est bien sûr identifier le SIBO, identifier la cause du SIBO. Le troisième pilier, c'est d'adapter le régime alimentaire à la configuration. Le quatrième pilier, la prise en charge micronutritionnelle. Et le cinquième pilier, qui est éviter les rechutes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le SIBO? Alors le SIBO, c'est un acronyme anglais, hein, c'est pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc ça veut dire population bactérienne de l'intestin grêle, si on traduit. Lorsqu'on parle de SIBO, qu'on donne aucune spécification, c'est toujours rapporté au SIBO hydrogène, hein, parce que vous avez aussi un autre type de SIBO qui est l'hydrogène sulfureux, qu'on appelle maintenant ISO, vous verrez, je reviens là-dessus après. En tout cas, à chaque fois qu'on dira SIBO, c'est SIBO hydrogène, par défaut. Le SIBO, c'est une dysbiose de l'intestin grêle. Alors la dysbiose, c'est pas spécifique à une zone anatomique, hein, le côlon ou le grêle. Souvent, quand les gens disent j'ai une dysbiose, ils s'imaginent que ça se rapporte au côlon. Ça, c'est faux. Alors c'est vrai que quand on parle de dysbiose, le plus souvent, on parle de côlon parce que le microbiote qui est étudié aujourd'hui, c'est surtout le microbiote des selles qui se rapporte à ce qui se passe dans le côlon. Le microbiote de l'intestin grêle, c'est un petit peu nouveau, on commence à avoir des données, mais voilà. Donc c'est vrai que quand on parle de microbiote, ça se rapporte régulièrement au microbiote du côlon et non pas de l'intestin grêle, d'où le fait que quand on parle de dysbiose, tout le monde pense que c'est uniquement un problème du côlon. Pas du tout. Dysbiose, ça veut juste dire rupture de l'équilibre. D'ailleurs, la dysbiose peut être bactérienne ou fongique. Une candidose est une dysbiose fongique. Le SIBO est une dysbiose bactérienne de l'intestin grêle. Le SIBO n'est pas une infection bactérienne, donc ça ne se traite pas juste en mettant, par exemple, un antibiotique, comme on traiterait une salmonella ou
voilà, vous avez mangé du poulet qui n'est pas frais, vous avez chopé un campylobacter jejuni, voilà, on vous donne un antibiotique, c'est fini, on n'en parle plus. Donc le SIBO, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas une infection bactérienne, c'est une pullulation de bactéries pathobiontes, c'est pas pathogène. Donc là, il y a vraiment une différence à avoir. Les pathobiontes sont les bactéries en fait qui sont originaires du microbiote de l'hôte, qui sont dans votre microbiote, qui, quand elles sont dans une, on va dire, en quantité normale, quand la population est contrôlée, elles ne posent pas de problème. Par contre, sous l'influence de certains facteurs, elles peuvent se développer de manière importante, voire développer un potentiel pathogène en fait. Et ces pathobiontes là, quand elles sont présentes en trop grande quantité, peuvent entraîner des déséquilibres, voire des pathologies chez l'hôte. Donc les bactéries qui pullulent dans le SIBO, en fait, elles vont se mettre à fermenter de manière excessive les glucides simples et complexes, FODMAPs, donc ces sucres fermentés cibles, les amidons aussi, le glucose dans l'intestin grêle, en fait. Et ces fermentations excessives dans le grêle, ça pose plusieurs problèmes. Ça endommage la muqueuse de l'intestin grêle et ça provoque des symptômes de gaz, de ballonnement, troubles du transit, douleurs, etc. Il faut savoir que l'intestin grêle, c'est une zone d'absorption et non pas de fermentation. On a peu de bactéries dans l'intestin grêle. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi on ne peut pas normalement avoir beaucoup de bactéries dans l'intestin grêle et pourquoi le SIBO est anti-physiologique. Normalement, c'est une situation qui ne peut pas se développer, sauf s'il y a un problème. Et donc, cet intestin grêle est une zone d'absorption. C'est pas comme le côlon. Le côlon, c'est une zone de fermentation. C'est normal de fermenter dans un côlon. Après, on peut aussi trop fermenter du côlon. Mais en tout cas, on ne doit pas fermenter excessivement dans le grêle. Le grêle doit être propre. Il y a 3 composants dans le SIBO que vous devez avoir en tête, c'est bon, la localisation, l'intestin grêle, la composante quantitative, le trop de bactéries, mais surtout en fait la composante finalement la plus importante, vous verrez, c'est cette composante qualitative en fait. C'est cette idée de dysbiose, donc de rupture de l'équilibre du microbiote de l'intestin grêle. Vous verrez qu'on revient un peu quand même sur le fait que est-ce qu'il y a vraiment trop de bactéries? Est-ce que c'est pas plutôt certaines populations qui prennent le dessus sur l'autre? Est-ce qu'on a vraiment trop de bactéries si on se met à les compter ou c'est plutôt pas est-ce que ça serait pas plutôt un changement dans les populations? Donc le SIBO, ça vous ne saviez peut-être pas, mais il est entré officiellement dans les codes ICD depuis octobre 2023. Donc c'est quoi ces codes ICD? C'est les classifications internationales des maladies qui sont publiées par l'OMS. Donc ça, c'est quand même important parce que maintenant que c'est rentré dans les codes ICD, tout le monde devrait connaître, tout le corps médical, que ce soit médecin, généraliste, gastro-entérologue, etc., devrait savoir que cette problématique-là existe. Donc les implications du fait que ça soit rentré dans ces codes ICD, alors j'ai bien mis en théorie en petit plus bas, parce que oui, c'est vraiment la théorie, mais en tout cas, le fait que ça soit rentré dans les codes ICD, ça devrait permettre une reconnaissance officielle du SIBO comme une vraie entité clinique, une uniformisation dans le diagnostic et le traitement, la facilitation des études notamment, une meilleure prise en charge dans les systèmes de santé. Bon, on en est encore loin en 2025. Le SIBO, est-ce que c'est une maladie? Ça aussi, ça c'est la grande question. En fait, c'est tout simple, la réponse c'est non. Ça ne va pas être considéré comme une maladie en tant que telle. Alors c'est pas parce que c'est pas une maladie que c'est pas handicapant. Alors attention, si un jour vous dites à un patient: «C'est pas une maladie», il va vous regarder bizarrement, vous dire: «Mais attendez, moi je souffre». Ça a beau ne pas être une maladie, vous pouvez, avoir un SIBO et avoir plus de douleur ou souffrir plus que quelqu'un qui a un cancer, par exemple. Donc attention à cette notion de maladie, pas maladie. Donc pourquoi ça ne va pas être considéré comme une maladie? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un épiphénomène. C'est causé par un dysfonctionnement ou une maladie sous-jacente. C'est que la conséquence en fait d'autre chose. Et ce qui est important aussi, c'est ce qui est mis ici dans cette publication d'un des plus grands spécialistes du SIBO américain qui s'appelle Mark Pimentel, c'est qu'il est important de traiter les causes à l'origine du SIBO afin de garder le SIBO et les symptômes associés sous contrôle. Ça, c'est un des trucs les plus importants à retenir, traiter les causes à l'origine du SIBO. Sinon, il ne s'en ira pas, ou s'il s'en va, le patient va rechuter quelques semaines, mois après, plus ou moins rapidement, en fonction de la problématique initiale. Alors, lorsqu'on parle de SIBO, il faut aussi parler du syndrome de l'intestin irritable, parce qu'il faut comprendre la différence entre les deux, ou l'absence de différence, ou du moins le lien qu'il y a entre ce SII et le SIBO. Donc, dans la définition, syndrome d'intestin irritable, bon, c'est un syndrome, donc c'est en fait une entité, une association de symptômes. C'est un trouble fonctionnel qui est caractérisé par des douleurs abdominales et des modifications du transit intestinal, sans cause organique qui a été identifiée.
Le SIBO, lui, c'est une condition qui est caractérisée par une prolifération excessive de bactéries dans l'intestin grêle, on l'a dit. Le diagnostic du syndrome d'intestin irritable, il se fait via l'exclusion de toute pathologie organique, donc comme une MICI, et sur des critères qu'on appelle les critères, alors aujourd'hui de Rome 4, il y avait le Rome 3, et Rome 4 c'est depuis 2016, en tout cas c'est des critères cliniques, c'est présence de douleurs abdominales, plus ou moins associées à des troubles du transit, etc. Il faut que ça soit présent un certain nombre de fois, depuis tant de temps, voilà, il y a des critères qui sont très précis. Le diagnostic du SIBO, lui, se fait via test respiratoire, au glucose ou lactulose, pas lactose, avec une mesure des gaz expirés, donc hydrogène et méthane, ou l'aspiration jéjunale avec mise en culture. L'aspiration jéjunale avec la mise en culture des bactéries, ça se fait plus au niveau recherche, rarement en pratique parce que c'est invasif. Je saute exprès les symptômes, j'y reviendrai après. Les traitements, bon, dans le cas du syndrome d'intestin irritable, c'est des traitements assez symptomatiques, hein. On a une approche, bien sûr, vous connaissez le régime low FODMAP, justement, pour aider sur les symptômes. Ça ne guérit pas le syndrome d'intestin irritable, mais du moins, voilà, ça peut permettre de soulager les symptômes ou pas. Des fois, il y a des patients qui ont syndrome d'intestin irritable qui ressentent aucun bienfait à la réalisation d'un régime sans FODMAP. Donc, du coup, ça n'a aucun sens de le continuer si ça n'apporte pas de bienfait. Les traitements, bon, c'est souvent voilà, des antispasmodiques, peut-être des antidépresseurs également. Certains sont utilisés, alors pas forcément parce que le patient est dépressif, mais parce que certains antidépresseurs vont agir notamment sur les problématiques de douleur. On peut utiliser des laxatifs, antidiarrhéiques, gestion du stress, hypnose, prébiotiques, probiotiques, voilà. Enfin, vraiment sur une approche très symptomatique sur le syndrome d'intestin irritable. Dans le cadre du SIBO, là, on est plus sur une approche à régler le problème, qui est la pullulation. Donc, on peut avoir des utilisations de certains antibiotiques, certains sont plus ou moins adaptés, certains extrêmement pas du tout adaptés. Il y a des pour et des contre, hein, d'ailleurs. Des antibiotiques, s'ils sont bien sélectionnés, peuvent très bien fonctionner avec peu d'effets secondaires. S'ils sont mal sélectionnés, ils peuvent faire pire que mieux. En tout cas, voilà, il y en a qui sont recommandés comme, en France, c'est un peu compliqué à l'avoir, même si c'est pas impossible, la rifaximin, qui est un antibiotique qui n'agit que dans l'intestin grêle, c'est pour ça qu'il est intéressant, donc il ne va pas trop impacter la flore du côlon. On a les antimicrobiens naturels, bien sûr. Dans le cadre du SIBO, on utilise aussi des prokinétiques, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. On a des régimes spécifiques aussi beaucoup plus poussés, c'est pas juste un régime low FODMAP qui est préconisé, il y a aussi une histoire aussi de limitation des glucides, on fait un petit peu plus attention. Et si on regarde les symptômes, et bien là, on se rend compte, tiens, c'est les mêmes symptômes en fait. Vous voyez, syndrome d'intestin irritable, douleur, trouble du transit, distension abdominale, ballonnement de gaz, en fait, avec le SIBO, on retrouve les mêmes symptômes. Donc là, tout de suite, on peut déjà comprendre qu'il y a un lien, et effectivement, il y en a un. Ça fait longtemps que c'est publié. On a notamment, donc là, sorti une étude, c'est une méta-analyse. Donc en fait, méta-analyse, c'est qu'ils ont regardé toutes les études qui ont été publiées, ils ont fait une synthèse. Et donc cette méta-analyse de 2022, elle a montré qu'il y avait une prévalence du SIBO chez les individus syndrome d'intestin irritable de 49%, donc quasiment 1 sur 2, lorsque le diagnostic était effectué par test respiratoire au lactulose, et il était 19% lorsqu'on faisait le diagnostic par un test respiratoire au glucose. Bon, ce qui peut expliquer aussi la différence de pourcentage entre les deux, c'est lié au substrat, et bon, il y a plusieurs considérations à avoir. C'est assez technique et compliqué de rentrer dans le détail de quel est le bon substrat à utiliser, plutôt le lactulose, le glucose. Il y a des grands débats là-dessus, et en tout cas, voilà, le choix du substrat pour faire le test respiratoire au départ pour le patient se fait en fonction de beaucoup de critères. En tout cas, le lactulose est utilisé en première intention aux États-Unis. En France, c'est absolument l'inverse, c'est plutôt le glucose qui est préconisé, mais c'est pas forcément mieux, hein. En tout cas, le lactulose a l'avantage de pouvoir transiter, on va dire, dans toute la portion d'intestin grêle, puisque c'est un sucre qui est non absorbé, et d'arriver dans le côlon. Donc on est sûr il a transité sur tout l'intestin grêle, alors que le glucose, c'est un sucre qui est absorbé. Il peut être absorbé dans la partie proximale du grêle, et il peut louper des SIBO distaux, en fait. Donc voilà aussi pourquoi peut-être que, une des explications d'un taux de SIBO plus faible chez les gens qui ont le SI avec le test respiratoire au glucose, c'est parce que le glucose est absorbé dans la première partie de l'intestin grêle. Chiffres proches de la réalité, on va dire que c'est, si on recoupe toutes les études, ce qu'on rencontre en pratique également, c'est 20 à 30% de SIBO chez les SI. C'est quand même pas mal, hein. Quasiment, on pourrait dire 1 sur 3, hein. Quand vous avez quelqu'un qui se présente à vous qui a un syndrome d'intestin irritable, dites-vous qu'il y a presque une chance sur 3 qu'il ait un SIBO. Le nombre de cas de SIBO dans le monde possible, entre 200 et 500 millions de cas, hein, ça fait beaucoup. Donc le SIBO est clairement avancé comme une cause majeure de syndrome d'intestin irritable. Ça, aujourd'hui, on en est sûr.
D'où viennent les bactéries du SIBO? Ça, c'est une grande question. On a eu à ce moment un peu de mal à y répondre. Maintenant, avec les dernières études et notamment grâce à l'analyse du microbiote de l'intestin grêle, on a quand même beaucoup plus de réponses à ces questions-là et on a découvert beaucoup de choses qui vont nous amener à reconsidérer la prise en charge et d'avoir de meilleurs traitements, pour ces problématiques-là. Donc est-ce que les bactéries viennent du côlon, de la flore orale? Alors parmi les premières études qu'il y a eu et après d'autres études, même encore récentes, c'est vrai que quand on regarde un peu, on a on trouve une sorte de classement qui laisserait penser qu'il pourrait y avoir un peu 2 types de SIBO hydrogène. Un SIBO qu'on appellerait UAT pour, Upper Aisle Digestive Tract et qui est caractérisé plutôt par une surabondance de bactéries de la cavité buccale, comme notamment, Streptococcus viridans, Prevotella. Et on aurait un SIBO qu'on appellerait coliforme, qui est principalement caractérisé par une surabondance de bactéries provenant des segments distaux du tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire la fin de l'intestin. D'où l'idée que, il y aurait des bactéries du côlon qui puissent remonter dans le grêle. Vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai comme affirmation. Donc dans ce SIBO coliforme, on a plutôt tendance à retrouver des bactéries comme E. coli, Klebsiella, Pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus, le genre Bacteroides présent en excès. Donc est-ce qu'il y a vraiment 2 types de SIBO hydrogène? Est-ce que c'est une réalité, ce SIBO UAT, ce SIBO coliforme? On avait une hypothèse initiale qui était l'hypothèse de bactéries qui refluaient en fait du côlon, là où il y avait beaucoup de bactéries, ça passait dans l'intestin grêle. Ça, c'était l'hypothèse initiale du SIBO. Donc il y a des études qui ont montré un lien entre hypofonctionnement de la valvule iocécale et le SIBO. Alors qu'est-ce que c'est que la valvule iocécale? C'est cette valvule, en fait, il y a une sorte de on va voir ça comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme, qui est d'ailleurs plus souvent, ouverte que fermée, et qui permet en fait un peu de séparer la jonction entre la fin du grêle et le début du côlon. Et donc, cette valvule iocécale fait office un peu de barrière dynamique entre l'intestin grêle et le côlon. Donc bon, le fait qu'ils aient trouvé un hypofonctionnement de cette valvule et que ce soit associé au SIBO, bon, ça peut vous paraître logique. Vous vous dites: «Bah, OK, si elle fonctionne mal», et effectivement, des bactéries du côlon peuvent remonter dans l'intestin grêle. Néanmoins, les études en fait qui rapportent un excès de bactéries de la flore orale ou colique chez les patients atteints de SIBO, en fait, ça a soulevé quand même beaucoup de questions, sur si vraiment c'était vrai et surtout sur, la méthodologie d'échantillonnage et l'interprétation des résultats de manière générale. Alors pourquoi on pouvait trouver des bactéries, provenant de la flore oropharyngée dans le cas du SIBO? C'est notamment lorsqu'on a fait les aspirations, on passait des sondes et on risquait de contaminer avec la flore oropharyngée lors de l'échantillonnage. Donc finalement, cet excès de bactéries de la flore orale pourrait juste venir d'un problème, d'échantillonnage, de contamination. Ça, on le sait en tout cas. La plupart des études aussi qui sont intéressées à savoir quel type de bactéries pullulaient dans le SIBO se sont basées sur une méthode de culture. Alors on sait que ça peut beaucoup biaiser la réalité parce qu'il y a entre 20 et 80 des bactéries qui ne peuvent être cultivées. Donc en gros, vous voyez que ce que vous pouvez cultiver. Et puis d'ailleurs, il y a des bactéries que vous prenez de l'intestin grêle humain, vous mettez sur des géloses, vous faites pousser, et ces bactéries, en fait, elles poussent extrêmement bien une fois qu'on les sort. Et donc on a l'impression, on dit: «Ouh là, il y en a beaucoup». En fait, ça ne représente pas forcément la réalité exacte. Et en plus, pour cette histoire de bactéries qui remontent du côlon dans le grêle, il faut savoir que la valvule iocécale, en fait, qui connecte l'intestin grêle et le côlon, elle est en fait, il y a une dynamique dessus, et elle n'est jamais complètement fermée, hein. Donc il y a toujours possibilité, et même chez tout le monde, un petit peu de reflux de bactéries du côlon dans l'intestin grêle, ce qui fait qu'on ne développe pas, tous un SIBO finalement, puisqu'on a cette valvule qui ne se ferme jamais, totalement. Ben, c'est que, on a une motilité dans l'intestin grêle qui permet de repousser les bactéries dans le côlon. Même si elles remontent, elles sont tout le temps ramenées là où il faut. Néanmoins, on peut quand même dire que la flore orale pourrait être présente dans le SIBO, hein, notamment en cas d'hypochloridrie. Pourquoi? Parce qu'il y a une survie accrue des bactéries de la flore buccale qui permet leur passage dans l'intestin grêle. Le fait que vous ayez de l'acidité dans l'estomac, ça ne sert pas juste à digérer, ça sert aussi à stériliser un petit peu le bol alimentaire, et on est tout le temps en train de saliver et d'avaler notre salive, donc on a tout le temps des bactéries de la flore buccale qui arrivent au niveau intestinal. Donc elles arrivent dans l'estomac et la plupart sont détruites à cause de l'acidité. Le reflux de bactéries du côlon vers l'intestin grêle,
ça peut être aussi une cause de SIBO, même si ce n'est pas la majorité des cas, c'est ça qui est important à dire. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver. Lorsqu'il y a un très fort dysfonctionnement de la valve iléo-cécale, probablement aussi en association avec d'autres facteurs, oui, ça peut amener un SIBO. Mais en tout cas, maintenant, ce qui est clair aujourd'hui, avec toutes les dernières études, c'est que ces bactéries du SIBO, elles ne viennent pas vraiment du côlon, sauf cas particuliers. La flore orale, pas vraiment. C'est vraiment des bactéries de l'intestin grêle, c'est-à-dire que c'est des bactéries qui sont déjà présentes, qui se mettent un peu à prendre le dessus sur les autres et à pulluler. Donc ce sont les bactéries qu'on a déjà dans l'intestin grêle. Donc les données récentes qu'on a obtenues par aspiration du contenu duodénal et séquençage de l'ADN bactérien. On n'est plus sur la culture, on est sur du séquençage. Donc ça change tout. Donc lorsqu'on a fait ce séquençage de l'ADN bactérien, on s'est rendu compte que voilà, en fait, toutes les données allaient dans le sens déjà que le microbiote de l'intestin grêle est très différent du microbiote colique, que vous ayez un SIBO ou pas un SIBO, il y a une différence qui est très importante. Ce n'est pas du tout les mêmes bactéries, et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes bactéries en fonction des segments. Et le SIBO est clairement plus une pullulation de certaines bactéries résidentes de l'intestin grêle, comme je vous l'ai dit. Et le SIBO aussi, il a été associé à la surabondance de taxons perturbateurs. On appelle ça disrupteur taxa. Alors un taxon, c'est quoi? C'est un groupe spécifique de micro-organismes. Ça peut être une famille, un genre ou une espèce. En tout cas, on a identifié dans les dernières études, ces dernières années, que finalement aussi, le SIBO s'était donc associé plus à la surabondance de certains taxons, qu'on appelait perturbateurs, et non pas forcément à une charge microbienne globale plus élevée. En gros, c'est comme si vous aviez 10 billes rouges et que je les remplaçais par 8 billes noires et 2 billes rouges. À la fin, vous avez toujours 10 billes. En fait, vous ne voyez pas un nombre de billes plus important, mais en tout cas, il y a la couleur qui a changé. Là, c'est un petit peu ça. Donc, là encore, dans les études récentes, on a associé le SIBO. Donc le SIBO est associé à des symptômes gastro-intestinaux, ça on le sait. Et aussi à une diminution significative de la diversité microbienne. On a une perte de diversité microbienne au niveau du microbiote de l'intestin grêle et une perturbation de ce qu'on appelle les réseaux microbiens. Donc les réseaux microbiens, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est sur des gens qui n'ont pas de SIBO. Ici, c'est des gens qui ont un SIBO. Et là, un SIBO encore plus important, une pullulation plus importante. On voyait bien que ce qu'on appelle le réseau microbien, donc c'est cette... En fait, c'est ce qui représente un peu la coopération entre les différentes bactéries. Donc, du coup, ce réseau, en fait, se désorganise au fur et à mesure qu'il y a au fur et à mesure de la gravité de la pullulation bactérienne. On a identifié des choses aussi intéressantes, c'est que les voies microbiennes liées en fait à la production d'hydrogène et aussi de sulfure d'hydrogène sont surreprésentées chez les gens atteints de SIBO. C'est-à-dire qu'il y a les bactéries, on détecte plus dans le génome, plus de gènes liés à la production d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène également. Et de manière aussi intéressante, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelques souches et espèces spécifiques, notamment de E. coli et de Klebsiella. Pas n'importe lesquelles, c'est vraiment des espèces spécifiques qui semblent dominer le microbiome des patients atteints de SIBO. Et on a corrélé la présence de ces bactéries-là avec la sévérité des symptômes, des douleurs abdominales, des diarrhées, des ballonnements. Et en fait, du coup, si je dois résumer, c'est en fait la présence de certaines bactéries en particulier qui vont expliquer la nature et l'intensité des symptômes plutôt que la quantité de bactéries en elles-mêmes. Et donc, du coup, on pourrait se dire, tiens, le SIBO, est-ce qu'on ne l'appellerait pas SID pour plutôt Small Intestinal Dysbiosis? Peut-être qu'un jour, ça changera de nom. Mais ça serait un nom qui serait en fait tout à fait adapté. Voilà, on va passer sur maintenant l'identification du SIBO. Donc je pense maintenant vous avez bien compris, ça c'était vraiment la partie pour moi, enfin une des plus importantes, c'est de bien comprendre voilà, qu'est-ce que c'est que ce SIBO, de bien comprendre, voilà, comme j'ai dit, de bien connaître son ennemi, c'est le plus important déjà. Donc pilier numéro 1, identifier le SIBO. Donc on va parler d'abord de la dynamique des gaz. Donc les 3 principaux gaz produits dans le microbiote. Donc quand on mange, voilà, on a des glucides, on apporte des glucides simples, complexes, qui vont être fermentés par certaines bactéries. Donc, dans le cadre du SIBO, c'est particulièrement les E. coli Klebsiella qui vont fermenter ces glucides et produire de l'hydrogène. Ensuite, cet hydrogène peut être utilisé par d'autres types de micro-organismes, que sont les archées méthanogènes. Donc, ce ne sont pas des bactéries,
sont des archées, c'est un règne à part. Et d'ailleurs, dans l'intestin humain, c'est principalement la Methanobrevibacter smithii qui est la principale archée méthanogène. Donc cette archée, elle peut utiliser l'hydrogène pour faire du méthane. Donc il faut 4 moles d'hydrogène pour faire 1 mole de méthane. Et cet hydrogène peut aussi être utilisé en fait pour faire de l'hydrogène sulfureux. Donc on a des bactéries qui sont appelées notamment sulfatoréductrices, qui sont les principales bactéries productrices d'H2S au niveau intestinal. Donc ces bactéries, on dit sulfatoréductrices, vous voyez, sulfate, parce qu'elles sont capables de réduire les sulfates en sulfure d'hydrogène. D'accord ? Et ces bactéries H2S-là sont particulièrement des bactéries comme Desulfovibrio, Fusobacterium, Bilophila. Donc quand vous voyez ces bactéries en excès dans l'analyse du microbiote, attention à l'analyse du microbiote, donc ce qui se passe dans le côlon, donc quand vous voyez un excès de ces bactéries-là, vous avez potentiellement derrière un excès de production d'H2S, puisque ce sont les principales bactéries productrices d'H2S, c'est ces trois-là notamment. Surtout par rapport au côlon. Au niveau de l'intestin grêle, c'est un petit peu différent. Les bactéries qui peuvent pulluler et produire de l'H2S. Autre chose aussi à savoir, alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des réactions biochimiques, etc. Mais en tout cas, autant quand vous coupez l'hydrogène, vous coupez la production de méthane, autant quand vous coupez l'hydrogène, ça peut ne pas impacter la production d'H2S. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, l'hydrogène, il sert en fait de donneur d'électrons, si vous voulez. Et on a d'autres donneurs d'électrons que l'hydrogène, qui sont le lactate, le pyruvate, l'acétate et l'éthanol. En gros, même en faible présence d'hydrogène, la bactérie productrice d'hydrogène sulfureux peut produire l'hydrogène sulfureux à partir d'autres substrats, en fait, qui vont fournir des électrons, puisqu'ici, l'hydrogène ne va fournir que des électrons, en fait. C'est son rôle. Alors après, il y a des réactions biochimiques dans la bactérie qui vont produire en fait des protons H+, etc. Donc il y aura quand même de l'hydrogène si vous voulez, mais il n'y en a pas forcément besoin, on va dire, à l'extérieur. Donc même si vous coupez l'hydrogène, les bactéries sulfatoréductrices pourront à partir d'autres substrats produire de la H2S. Donc les trois configurations, puisqu'il y a 3 gaz, il y a 3 configurations. Donc de manière assez simple. Le SIBO, c'est small intestinal, donc petit intestin, donc l'intestin grêle, et on a aussi ce qu'on appelle le LIBO. LI, c'est pour large intestinal, donc large intestine, c'est le côlon. Le LIBO, c'est, voilà, on peut avoir un excès de fermentation colique, et donc on pourra appeler ça un LIBO. Hein. Les Américains aiment bien donner des termes. Donc en tout cas, quand c'est un excès de fermentation dans le côlon, on parle de LIBO, et quand c'est un excès de fermentation du coup dans l'intestin grêle, ce fameux SIBO, c'est le SIBO. On a le SIBO hydrogène, donc dans le côlon, on dira juste LIBO. Maintenant on n'appelle plus, je mets quand même les termes, parce qu'ils peuvent encore apparaître et que vous compreniez ce que ça veut dire, mais il y a une époque, on parlait de SIBO-méthane. Donc maintenant, ce terme n'a plus de sens, puisque SIBO, il y a B, c'est pour bactéries, les archées méthanogènes ne sont pas des bactéries. Donc du coup, on ne dit plus SIBO-méthane, mais avant, on faisait la distinction, on disait quand les archées méthanogènes pullulaient dans l'intestin grêle, c'était le SIBO-méthane, et quand elles pullulaient dans le côlon, on appelait ça IBSC. C'est pour Inflammatory Bowel Syndrome, donc c'est le syndrome intestin irritable en anglais. Et on a le SIBO-hydrogène sulfureux et le LIBO-hydrogène sulfureux. Donc, comme je vous ai dit, on ne dit plus maintenant SIBO-méthane et IBSC, ça a disparu, maintenant ça s'appelle IMO pour Intestinal Methanogens Overgrowth, donc il n'y a plus de notion de zone de pullulation, parce qu'elles peuvent pulluler dans l'intestin grêle comme dans le côlon. Maintenant, il y a aussi une nouvelle dénomination qui vient apparaître il y a peu de temps, il y a à peu près 1 an, c'est que le SIBO-H2S et le LIBO-H2S, maintenant on appelle ça ISO, pour Intestinal Sulfide Overproduction. Alors c'est pas faux de dire SIBO-hydrogène et LIBO-H2S encore, d'ailleurs je le dis encore parce que je trouve que c'est intéressant, parce que quand vous dites ISO, vous avez plus cette notion de où est le problème. Alors que si vous dites SIBO-hydrogène, vous savez que c'est un intestin grêle, et si vous dites LIBO-hydrogène, sulfureux, vous savez que c'est dans le côlon. Donc si je résume, 3 configurations, méthane, hydrogène, hydrogène sulfureux, qu'on appelle respectivement IMO, SIBO et ISO. Le cumul des configurations est possible, ça aussi c'est important de le savoir, parce que des fois on se dit « Ah tiens, j'ai identifié un SIBO, donc c'est bon, je me jette là-dedans », mais oui, il peut y avoir un SIBO et un ISO. D'ailleurs,
cibohydrogène plus cibo-H2S ou cibohydrogène plus libo-H2S. En fait, tout est possible de cumuler. Ça arrive, il y a des gens qui cumulent les trois, qui ont un IMO, un cibo et un ISO. Ça complique les choses, effectivement, quand il y a tout ensemble. Du moins, il y a des priorités à mettre. Il faut se rappeler que, prioritairement, si vous avez les trois, vous occupez d'abord d'un ISO, ensuite de l'IMO et ensuite du cibo. Alors, pourquoi? Je vais simplifier. C'est que la plupart des choses que vous feriez pour un IMO, pour un cibo, sont incompatibles avec l'ISO et vous allez aggraver l'ISO et vous allez carrément aggraver la personne puisque l'hydrogène sulfuré est hautement inflammatoire et si vous aggravez cette configuration-là, ça va être pire. Donc quand vous avez un ISO, c'est lui qui est prioritaire. D'ailleurs, quand vous occupez d'un ISO, souvent vous améliorez aussi le cibo, l'IMO s'il y en a d'une certaine manière, mais en tout cas, c'est lui qui est prioritaire. Et par exemple, si la personne a un cibo plus un IMO, vous occupez prioritairement de l'IMO. Pourquoi? Parce que dans les plantes, par exemple, antimicrobiennes que vous avez utilisées, ben, la plupart des plantes agissent plutôt quand même sur les bactéries productrices d'hydrogène et moins sur les archées. Donc c'est pour ça que, en fait, tout en traitant l'IMO, vous allez de toute façon traiter aussi le SIBO, que vous le vouliez ou non, entre guillemets, parce que vous allez choisir des plantes qui, de toute manière, agissent quand même des fois un peu plus sur le SIBO. Par contre, vous avez certaines molécules, on reviendra après, comme la lysine, qui, elles, sont vraiment spécifiques pour l'IMO. Il faudra bien coupler des plantes qui agissent et sur l'hydrogène et sur le méthane. Mais en tout cas, voilà, retenez ça. L'ISO, c'est le prioritaire, ensuite l'IMO et ensuite le SIBO. Comment on fait pour identifier le SIBO? Donc, l'orientation par les symptômes. Alors, vous allez voir que ça a quand même des limites, mais en tout cas, on peut quand même définir certains symptômes en fonction du type de configuration. Pour le SIBO hydrogène, bon, ce sont des gens qui se plaignent de ballonnement, de gaz, de troubles du transit, constipation et ou diarrhée. On a tendance à dire que le SIBO hydrogène, c'est plutôt relié à des diarrhées. C'est pas tout à fait vrai, puisque dans les études, on a trouvé vous prenez des gens qui ont un SIBO hydrogène, il y a la moitié qui sont constipés et la moitié qui ont des diarrhées quasiment. Donc, est-ce que SIBO hydrogène égale diarrhée? Bah, pas tout le temps. Voire vous pouvez avoir aucun trouble du transit, juste des gens qui ont le ventre qui gonfle, des ballonnements, des douleurs. Voilà, donc le ventre gonflé, c'est quand même un truc typique du SIBO, des gens qui mangent et qui gonflent dans la demi-heure qui suit. Vous dites, bah, à mon avis, c'est pas dans le côlon, évidemment. Donc l'apparition des symptômes peut aussi vous indiquer où est le problème. Après, il y a d'autres soucis qui peuvent faire que quand vous mangez, il y a des gens qui ont des dyspepsies, des gros soucis au niveau digestion, au niveau de l'estomac. Ils mangent, ils commencent déjà à gonfler. Et ce n'est pas tout le temps un SIBO, mais en tout cas, c'est clair que si vous avez plutôt une dysbiose du côlon, commencez à avoir plutôt des ballonnements ou des troubles à peu près 2 heures après et pas dans la demi-heure qui suit. La rapidité des symptômes et vous donne aussi une notion de où c'est qu'est situé le problème. Même si des fois c'est délicat, puisque tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Des fois, les apparitions sont quand même un petit peu plus tardives. Mais en tout cas, voilà, si les symptômes sont très rapides, il y a des chances quand même que ça puisse être lié avec un SIBO. Et surtout, cette histoire de ventre gonflé et de ventre de femme enceinte, vous avez même des hommes qui le disent, j'ai un ventre de femme enceinte. Ça aussi, c'est un peu un truc typique du SIBO. Pour l'IMO, par contre, là, c'est vrai, c'est très, très, très relié à la constipation. Parfois, qui peut être extrêmement sévère, les gens ne vont pas à la selle pendant une semaine. Plus souvent aussi des nausées, des éructations, des reflux. Alors pourquoi? Parce que le méthane a tendance en fait à paralyser le transit. Je vais schématiser, mais le transit, au lieu d'avancer, en fait, il recule, il va en arrière. C'est pas tout à fait ce qui se passe, mais c'est comme ça qu'il faut schématiser. Donc du coup, comme il y a une motilité, on dit rétrograde, donc à l'arrière, donc les gens ont plus souvent des nausées, des reflux. Donc il y a cette histoire de nausée aussi, de reflux, est des fois plus présent en cas d'IMO. Et la constipation qui est par contre. Là, on a un lien très fort dans les études. Les gens qui ont un IMO, ils sont quasiment tous constipés, ou du moins, ils ont un ralentissement du transit. Parce attention, la constipation, ça ne veut pas juste dire, il y a des gens qui allaient tous les jours à la selle, on leur a fait une radiographie au niveau du côlon, on voyait que leur côlon était plein. Donc, il y a des gens, ils pensent qu'en allant tous les jours à la selle, c'est qu'ils ne sont pas constipés. Non, on peut quand même avoir des problèmes d'une bonne évacuation, un ralentissement du transit, tout en allant tous les jours à la selle. Donc, attention aussi à cette notion de si je suis constipé, c'est que j'y vais une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Pas nécessairement. Aussi, les gens qui ont un IMO, à moins que ça soit associé à un SIBO, mais qui auraient juste une pullulation d'archéméthanogène dans le côlon, ils sont souvent un peu moins réactifs que les gens qui ont le SIBO. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils peuvent manger un peu plus d'aliments, FODMAP notamment. Ils ont un peu moins de symptômes importants.
Pour l'ISO, la différence dans les symptômes, notamment sur le transit, va dépendre de où est localisée cette population de bactéries H2S. Est-ce que c'est dans le côlon ou l'intestin grêle? C'est très relié l'H2S avec les diarrhées, notamment avec un caractère d'urgence, quand il s'agit notamment d'un SIBO H2S. Donc, il y a vraiment cette histoire de diarrhée urgente. Les gens se font dessus comme ça, ils ne sont pas dans les 5 secondes aux toilettes, ça va venir comme ça. Donc, c'est diarrhée à caractère d'urgence. Ça peut orienter vers un SIBO H2S, surtout s'il y a d'autres symptômes évocateurs. En cas de LIBO H2S, donc population bactérie H2S dans le côlon, c'est plutôt la constipation qui est rapportée, de manière générale. Il peut y avoir l'alternance des deux aussi, constipation, diarrhée. Éructation, flatulence avec odeur d'œuf pourri. C'est présent régulièrement, mais pas systématiquement. En tout cas, quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, j'ai des gaz qui sentent l'œuf pourri, ben, l'hydrogène ne sent pas, le méthane ne sent pas. Donc le méthane, si le gaz de ville il sent, c'est parce qu'on a rajouté un additif. Parce que s'il y a une fuite et que ça n'a pas d'odeur, ben, on ne s'en rend pas compte. Donc, mais sinon, le méthane n'a aucune odeur, comme l'hydrogène. Ce qui sent l'œuf pourri, c'est l'hydrogène sulfureux ou d'autres composés soufrés. Il y a souvent des reflux, nausées, pancréas douloureux, inflammation intestinale, forte douleur intestinale également. L'hydrogène sulfureux est très, très, très hautement inflammatoire, tellement inflammatoire qu'à long terme, ça engendre la cancérisation de la muqueuse colique. Beaucoup de gens aussi qui ont des MICI, ils ont un excès de bactéries sulfato-réductrices. En fait, les microbiotes des gens qui ont une maladie de Crohn ou autre, rectocolite hémorragique, vous trouvez quand même souvent des bactéries productrices d'hydrogène sulfureux. Bon, il y a après, ça engendre de l'inflammation, donc évidemment que ça ne va pas aider. Dans les particularités de l'ISO, on a souvent aussi une forte altération de l'état général, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un SIBO H2S. Les gens qui vous disent, j'ai l'impression d'être empoisonné, qu'il y a un poison qui circule dans mon corps, de paresthésie dans les membres, fatigue importante, puisque l'H2S en excès va engendrer des problématiques mitochondriales. Donc un peu d'H2S, c'est bénéfique, mais trop, ça peut bloquer les mitochondries. Symptômes cardiovasculaires, bradycardie, tension basse, intolérance à l'alcool, réaction soufrée. Bon, souvent des gens, chez eux, ce n'est pas les régimes réduits en FODMAP qui les aident. Au contraire, ça a tendance à aggraver la situation. Et en tout cas, ces gens souvent qui réagissent au soufré, les viandes rouges, œufs, ail, poireaux, radis, les sulfites qu'on retrouve en tant que conservateurs, des gens qui, à chaque fois qu'ils mangent des aliments soufrés, ils ont l'impression d'avoir plus de gaz qui en œufs pourris, plus de sensations d'inflammation, plus de constipation des fois. Ouais, il peut y avoir aussi des douleurs neuropathiques, fibromyalgie, souvent présentes chez les gens avec un ISO. Vessie douloureuse aussi, beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir l'impression comme d'avoir une cystite. La plupart des ISO sont des LIBO-H2S. On voit quand même un peu moins souvent de SIBO-H2S, du moins important. Et d'ailleurs, le SIBO-H2S donne des symptômes bien plus importants que le LIBO-H2S, parce que comme l'H2S est hautement inflammatoire, vous imaginez bien que dans une zone de l'intestin grêle qui est une zone d'absorption, si vous engendrez de l'inflammation dans cette zone-là, il y aura quand même beaucoup plus de conséquences d'une inflammation sur une muqueuse du grêle. Limite de la clinique. Pourquoi il est peu judicieux de se fier uniquement à la clinique? C'est parce qu'en fait, il y a une hétérogénéité des symptômes chez les patients avec un SIBO, surtout vrai pour le SIBO hydrogène. Des gens qui vont moins ballonner, d'autres qui ont plus de gaz, d'autres qui ont plus des douleurs, d'autres pas de douleurs. Voilà, il y a quand même une hétérogénéité dans les symptômes. Donc des fois, c'est difficile. Vous avez prenez 10 personnes qui ont le SIBO, vont des fois avoir des symptômes différents, quoi. Plusieurs affections aussi peuvent provoquer des symptômes proches de ceux du SIBO. Et il faut le savoir aussi, c'est quand on ne fait pas les tests, on dit « Ah ouais, non, mais les symptômes, c'est le SIBO ». En fait, il y a à peu près 30 ou 40 affections qui peuvent provoquer quasiment les mêmes symptômes. Donc, quand vous ne faites pas les tests, le souci, c'est que vous pouvez vous mettre à prendre en charge un patient, vous dites « Ah, je suis sûr, avec symptômes, c'est un SIBO ». En fait, ce n'est pas du tout ça. Donc, votre protocole ne fonctionne pas. Et quand ça fonctionne, ne posez pas de questions. Même le patient dit « C'est bon, ça a marché, je ne savais pas ce que j'avais, mais ça a marché. Tant mieux ». Mais le problème, c'est quand ça ne fonctionne pas, vous ne savez pas si ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas fonctionné. Des fois, c'est un autre protocole qu'il faut faire, changer les plantes antimicrobiennes, ou ça n'a peut-être pas fonctionné parce que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et sans test, vous aurez toujours cette problématique ensuite de savoir quoi faire. Je change de protocole, je traite toujours un SIBO ou je me suis trompé. Et donc, des fois, c'est embêtant d'avoir ce doute-là. Donc, il y a beaucoup, voilà, j'ai listé, c'est une liste non exhaustive, mais d'affections peuvent provoquer des symptômes proches du SIBO, des infections parasitaires, le SIFO. Quand on dit candidose, voilà, SIFO, c'est pour dire que cette population de fongiques est au niveau de l'intestin grêle. On peut aussi dire LIFO si c'est localisé au niveau du côlon.
La malabsorption de sucre, fructose, lactose, etc. Une déficience du pancréas exocrine, une insuffisance biliaire, l'endométriose digestive également, s'il y a des lésions d'endométriose qui vont jusqu'au niveau du système digestif, ça peut engendrer des symptômes. Et en fait, c'est pas forcément lié au SIBO. L'histaminose, syndrome d'activation mastocytaire, par exemple. Voilà, il y a différents troubles qui peuvent mimer ces symptômes du SIBO. D'ailleurs, dans les affections que j'ai mis là, certaines affections peuvent amener au développement d'un SIBO dans certains cas. Il y a des fois la condition en elle-même qui donne des symptômes similaires au SIBO, mais des fois la condition aussi peut amener au développement du SIBO. Donc faites attention, je vais vous donner un exemple, l'insuffisance biliaire ou l'endométriose digestive peut amener au développement d'un SIBO. Donc sans test aussi, impossible d'avoir une idée de la gravité de l'importance de la population bactérienne, ni de savoir si la personne cumule plusieurs configurations. Je vous ai dit que l'IMO était lié à de la constipation, mais qu'il y avait des gens aussi qui avaient le SIBO qui pouvaient être constipés. Donc, comment vous faites quand les gens ont un SIBO et un IMO? Donc, se baser uniquement sur les symptômes, c'est prendre le risque de vous dire, ah ben, elle a des diarrhées, c'est un SIBO. Alors, peut-être même pas. Est-ce que c'est pas de l'H2S aussi? Ou elle est constipée, c'est du coup un IMO? Peut-être, en fait, non, un SIBO. Donc, en fait, voilà, sans test, c'est compliqué, clairement. En plus, vous n'avez pas une idée, ce que j'appelle l'importance de la population bactérienne, c'est-à-dire que le protocole ne va pas durer le même temps si quelqu'un a une augmentation de 20 ppm, par exemple, d'hydrogène ou de 150 ppm. Il y en a un, au bout de 1 ou 2 mois, ça va être réglé, l'autre, il va falloir 1 an de protocole, peut-être. Donc ça aussi, ça pose problème de ne pas avoir l'intensité du problème, c'est de ne pas savoir exactement combien de temps vous continuez le protocole. Bon, même s'il y a des améliorations au fil du temps, vous dites, tant que les améliorations ne sont pas totales, je continue. Bon, après, ça peut être aussi une erreur, puisque même quand le SIBO est nettoyé, on va dire, il peut avoir encore une persistance de certains symptômes. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus le SIBO qu'il ne reste pas encore 15 ou 20% de symptômes qui peuvent être liés à différentes raisons. Donc, du coup, test, don't guess. Mise en évidence du SIBO, il y a 2 techniques à l'heure actuelle. C'est l'aspiration du fluide duodéno-jéjunal, mais ça, comme je l'ai dit, ça se fait peu en pratique courante, plutôt dans le cadre de la recherche médicale. Ce qu'on utilise en pratique courante, qui est non invasif, simple à réaliser, pas trop cher non plus, c'est le test respiratoire, donc au glucose ou lactulose. Bien sûr, ne donnez pas comme ça ça aussi, c'est les pires des erreurs à faire, c'est filer des tests à tout le monde, sans avoir l'anamnèse, la clinique, les symptômes des gens, sans avoir fait tout l'historique et de se dire: «Ah tiens, est-ce que j'ai des choses qui mettent en avant effectivement qu'elle a eu un SIBO? Tiens, elle a eu une intoxication alimentaire, elle a développé ces symptômes pas longtemps après une intoxication alimentaire». On sait qu'il y a un lien entre intoxication alimentaire et SIBO, je reviendrai après. Donc il y a des choses qui peuvent déjà vous orienter. Mais ne vous mettez pas à donner des tests comme ça, sans raison, à tout le monde. Je suis pas trop pour les bilans qu'on envoie aux gens avant même qu'ils nous viennent en consultation. Moi, à chaque fois qu'on me demande, oui, j'ai tel problème, quel test je peux faire avant, je dis toujours, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'ai dit, j'ai une liste de 100 tests à vous envoyer, donc voilà, il y en a pour 3 000 €. C'est pas possible. Donc, assurez-vous d'avoir déjà toutes les informations sur le patient, l'anamnèse, la clinique, les symptômes, de pouvoir lui poser des questions pour ensuite vous dire, OK, bon, ouais, là, franchement, j'ai beaucoup d'arguments, il y a de chances que ce soit un SIBO, donc on va faire le test respiratoire. Fonctionnez comme ça et pas à l'inverse. Sinon, ça amène à des erreurs. Donc, le test respiratoire, comment ça marche? Alors, faute de temps, je ne peux pas vous expliquer toutes les interprétations, toutes les consignes, etc. C'est quelque chose qui prend à peu près 2 à 3 heures dans mes formations où j'explique les tests respiratoires. Mais je vais quand même vous dire comment ça fonctionne, que vous sachiez un petit peu. Donc, on donne un substrat qui est le glucose ou le lactulose. C'est fermenté par les bactéries. Les archées ne fermentent pas directement le substrat. Hein. C'est les bactéries qui vont fermenter, produire de l'hydrogène, et ensuite l'hydrogène est capté par les méthanogènes. Ça, c'est une notion aussi importante à avoir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, le glucose, le lactulose, le glucose, c'est un sucre absorbable, et le lactulose, c'est un sucre non absorbable. Donc, il va transiter dans tout l'intestin grêle et passer dans le côlon. Donc, cette notion est importante, puis ça conditionne l'interprétation des tests. Évidemment que le lactulose, vu qu'il passe dans le côlon, à un moment donné, vous allez voir une augmentation des gaz. Donc attention aussi aux personnes qui diagnostiquent des SIBO, alors qu'il s'agit de tout simplement d'émissions de gaz de la flore colique, quand le substrat, le lactulose, est passé dans le côlon.
Donc avec un test de lactulose, normalement, vous devez avoir une augmentation des gaz, vous devez avoir apparaître au bout d'un moment soit de l'hydrogène, soit du méthane. Parce que d'ailleurs, quand il y a beaucoup de méthanogènes, elles peuvent capter tout l'hydrogène. Il se peut que vous ayez un test où vous voyez 0 hydrogène, vous voyez juste du méthane. Mais c'est parce que l'H2, vous voyez que le produit final est devenu du CH4. Et souvent, d'ailleurs, quand le méthane diminue, vous voyez des fois, après apparaître l'hydrogène. Donc des fois, les gens disent « Ah, j'avais un IMO avant, maintenant j'ai un SIBO qui est apparu. » Et en fait, on leur dit « Mais non, vous aviez les deux. C'est juste qu'avant, on ne le voyait pas parce qu'il y avait beaucoup de méthanogènes qui captaient tout le méthane. Tout l'hydrogène pour faire du méthane. » Donc ces gaz qui vont être émis au niveau digestif vont passer dans le sang, et dans le sang, ils vont être expulsés au niveau des poumons, dans l'air expiré, donc ce qui permet de mesurer. Donc là, à l'heure actuelle, on mesure l'hydrogène et le méthane. La mesure de la H2S n'est pas encore réalisée en France de manière routinière. Ça va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on mesure ces gaz et ça permet de tracer en fait des courbes. Et ces courbes-là, on a une sorte de cinétique puisqu'on fait les mesures en fait de manière séquentielle toutes les 20 ou 15 minutes. Et en fait, ça permet d'avoir, en gros, grâce à cette cinétique, de voir le substrat, entre guillemets, si en même temps on pouvait faire une image, on verrait, voilà, entre 0 et 90 minutes, on est dans l'intestin grêle, entre 90 et 120 minutes, c'est la zone de transition. Chez certains, le substrat est passé dans le côlon, chez d'autres, il est encore à la fin de l'intestin grêle. Et après 120 minutes, on considère généralement que le substrat, du moins pour le lactulose, est passé dans le côlon. Pour le glucose, il n'arrive régulièrement pas dans le côlon. Des fois, ça peut, ça dépend des personnes. Mais la plupart du temps, il sera absorbé dans les premières parties de l'intestin grêle. Donc avec un test au glucose, ce n'est pas nécessaire, s'il n'y a pas de SIBO, qu'on voit une augmentation d'hydrogène ou même du méthane, étant donné que le substrat n'atteint pas forcément le côlon. Alors, comment on peut essayer de se débrouiller sans test respiratoire? Puisque si vous n'êtes pas formé sur les tests respiratoires, n'avez pas toutes les bonnes consignes, ça peut être compliqué de donner ces tests-là, de les préconiser, parce qu'il faut être sûr de donner les bonnes consignes aux patients. Il faut être sûr aussi de pouvoir les interpréter. Parce que bon, si vous donnez des tests, vous ne savez pas les interpréter, pareil, ce n'est pas très utile et ça risque de vous envoyer vers de mauvaises pistes également. Donc c'est pas idéal, mais il y a des moyens, on va dire, de se débrouiller sans test respiratoire, mais je précise, c'est pas idéal. Si vraiment vous voulez vous spécialiser dans les troubles digestifs, il faut que vous sachiez analyser les tests respiratoires, il n'y a pas photo. En tout cas, je vais vous parler un peu de comment on fait sans test respiratoire. Donc je vais vous parler de l'analyse du microbiote. Alors le test respiratoire est bien le test référence pour mettre en évidence un SIBO ou un IMO, ou un ISO si on mesure l'H2S. Cependant, en cas d'IMO ou d'ISO, d'autres analyses ont montré leur pertinence comme l'analyse du microbiote. Alors, je remets quelque chose de très important en avant. Bien sûr que l'analyse des selles, c'est un reflet du microbiote colique. Je dis bien, c'est un reflet du microbiote colique, ce n'est pas la représentation réelle du microbiote colique, plutôt du microbiote luminal, parce qu'on a le microbiote associé à la muqueuse. Enfin, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça vous montre ce qui se passe dans le côlon, pas dans l'intestin grêle. Donc, ceux qui diagnostiquent des SIBO avec une analyse de microbiote, ils sont extrêmement forts. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a aucune signature, pour le SIBO hydrogène, il n'y a aucune signature qui a été mise en avant. On regarde les études, il y en a qui montrent chez les gens qui ont le SIBO plus de lactobacilles dans les selles, d'autres plus telle bactérie, tel truc. En fait, on voit impossible de diagnostiquer un SIBO par analyse du microbiote. Alors, on va dire, mais comment on peut voir un IMO ou un ISO? Je vous ai dit que en fait, ces bactéries, alors, les archées méthanogènes peuvent pulluler dans le côlon et dans l'intestin grêle, et les bactéries productrices d'H2S peuvent pulluler dans le côlon et dans l'intestin grêle. Alors, quand vous en trouvez dans l'analyse microbiote, vous savez qu'elles sont dans le côlon. Après, est-ce qu'elles sont dans l'intestin grêle? Ça, c'est la grande question. D'ailleurs, si elles sont dans le grêle et qu'elles ne sont pas dans le côlon, vous pouvez aussi ne rien voir. Mais vous allez voir quand même qu'il y a un intérêt assez important de ce test de microbiote. Je vous prends l'exemple de l'IMO. Donc ça, c'est des études, pareil, encore assez récentes, de 2022, qui ont montré que l'abondance de Methanobrevibacter smithii, qui est l'archée méthanogène, donc là, c'est un exemple d'une analyse qui vient du laboratoire LIMS, par exemple, Methanobrevibacter, donc ça, c'était une patiente qui avait un IMO, confirmé aussi par test respiratoire, en plus, on avait une métagénomique, et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément fait, c'est le test respiratoire plus la métagénomique, et effectivement, je vous confirme que la plupart du temps, quand la personne a un IMO, on retrouve des archées méthanogènes dans les selles, en excès. Et d'ailleurs, il y a des études qui appuient ça, c'est pas juste moi qui vous le dis.
Donc là, c'était une étude qui avait montré que chez les patients IBS-C CH4+, en gros, ceux qui avaient syndrome intestin irritable type constipation avec un test respiratoire positif au méthane, 88% ont des niveaux détectables de M-SMICI. C'est pas rien quand même. On va me dire, on passe à côté de 22%, c'est-à-dire qu'il y en a qui émettent de méthane dans le test respiratoire et on ne voit pas d'excès de méthanédrine dans le côlon. Alors pourquoi? C'est peut-être dû à plusieurs raisons. Si elles sont localisées dans le grêle et pas dans le côlon, ça peut arriver. Oui, vous ne les voyez pas en regardant le microbiote des selles. Et puis après aussi, c'est pas parce que vous avez le pourcentage de bactéries ne donne pas son activité métabolique. Je vous donne l'exemple, vous pouvez avoir un ouvrier super performant, et il vous construit la maison en 1 semaine, et puis vous avez 4 glandus qui, en 1 mois, ne sont pas capables de vous la faire. Donc là, c'est pareil, pour avoir des méthanogènes qui sont très métaboliquement, on va dire, actives, qui produisent beaucoup de CH4, et pourtant le niveau dans les selles, la quantité de méthanoribactères reste normale, et vous allez dire, il n'y a pas d'excès de méthane. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. De la même façon que des fois, vous avez des bactéries productrices de butyrate, vous voyez qu'il y en a assez chez le patient, vous faites l'analyse du butyrate dans les selles, et vous voyez que il est bas le butyrate. Oui, c'est pas parce qu'il y a les bactéries que forcément ça va produire derrière. Mais voilà, en tout cas, en cas de suspicion d'IMO, ça peut être intéressant cette analyse du microbiote, et il faut faire attention à bien regarder les méthanoribactères. Si vous en envoyez en excès, ça vous renforce l'idée que cette personne a trop de méthanogènes et que potentiellement ça peut être responsable de ces symptômes. D'ailleurs, d'une manière générale, ça c'est une chose qu'on est plusieurs à avoir remarqué, les archées méthanogènes, elles peuvent être juste dans le côlon, des fois, juste dans le côlon, elles ne pullulent pas dans l'intestin grêle. Par contre, quand il y en a dans l'intestin grêle, et on a tendance aussi à retrouver dans le côlon. Autant, dans un sens, c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire si on a le côlon, il n'y a pas forcément l'intestin grêle, autant dans l'autre sens, quand il y a l'intestin grêle, il y a souvent tendance aussi qu'il y en ait dans le côlon. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Bon, après, on peut se dire c'est logique, puisque comment fonctionne le transit, ça va de la bouche à en bas. Donc, si on avait trop dans l'intestin grêle, potentiellement aussi qu'elles finissent par arriver, dû à la motilité de l'intestin grêle, elles finissent par arriver aussi dans le côlon. Après, attention, ça c'est une façon de voir les choses. Pour l'ISO, là, idem, on a des publications qui montrent que les patients qui émettent beaucoup d'H2S dans la laine, on a une corrélation avec la présence accrue d'espèces comme Fusobacterium desulfurobrio dans les échantillons de sel. Donc, en cas de suspicion d'ISO, vous dites à un patient, OK, il y a beaucoup de symptômes qui font penser à ça. Tiens, les gaz qui sentent l'œuf pourri, il est très constipé, il a des douleurs de ventre horribles, il a l'impression d'avoir beaucoup d'inflammation, etc. Il est très fatigué, il a des sortes de fibromyalgie, décharge électrique dans l'intestin, tout ça. Bon, je vais lui donner une métagénomique, je ne vais pas analyser le test respiratoire, je pense quand même peut-être qu'il a un ISO, et là, bingo, vous trouvez, tiens, ce patient, il a beaucoup de désulfurio, beaucoup de bilophila. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder. Si vous suspectez quelque chose, faites l'analyse et ça vous permet de confirmer la chose. Et donc, en tout cas, retenez que l'analyse du microbiote peut quand même vous aider, en partie, même si ça ne remplace pas le test respiratoire. Pilier numéro 2, identifier la cause du SIBO. Donc, il y a différents mécanismes qui sont impliqués dans l'homéostasie des populations bactériennes de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'il y a en fait plein de mécanismes qui sont faits pour pas qu'il y ait trop de bactéries. Il y a l'acide gastrique notamment, ça permet de désinfecter un petit peu, de faire que les bactéries qui sont ingérées, que ce soit par la nourriture ou même quand on avale notre salive, qu'elles soient un petit peu détruites. Les enzymes pancréatiques et la bile, ça ne sert pas juste à la digestion, hein. En fait, les enzymes pancréatiques, elles ne font pas la différence entre si c'est de la nourriture ou si c'est des bactéries, donc elles grignotent tout, en gros. Les bactéries, c'est quoi? C'est des protéines, c'est des lipides aussi, ils ont une membrane lipidique. Donc les acides biliaires et les enzymes pancréatiques ont un effet bactériostatique. La valve iléocécale est aussi un mécanisme qui permet aussi d'éviter qu'il y ait quand même trop de reflux de bactéries coliques dans l'intestin grêle, même si elle est souvent ouverte et que ce reflux se fait de manière générale, mais il ne pose pas problème quand on a une bonne motilité de l'intestin grêle. C'est-à-dire que la chasse d'eau, on a ce qu'on appelle complexe moteur migrant, ça n'a rien à voir avec le péristaltisme intestinal qui fait avancer le bol alimentaire. Là, c'est vraiment la chasse d'eau. C'est quand vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau pour tout évacuer. Mais là, c'est pareil. On a une chasse d'eau qui s'active entre chaque repas qui permet de nettoyer les grêles. Donc, si elle fonctionne bien, normalement, il ne devrait pas avoir de SIBO. Le système immunitaire, pareil, il contrôle les populations bactériennes. Donc, lorsqu'on a des déficits immunitaires, un manque d'IgA sécrétoire, par exemple, au niveau de la muqueuse, ça peut augmenter les risques de population bactérienne.
Globalement, on classe les SIBO en 4 grandes causes. Il y a toutes les causes qui affectent la motilité de l'intestin grêle, ce qu'on appellera le complexe moteur migrant. Tout ce qui est déficit dans la physiologie intestinale, tout ce qui altère le flux intestinal, qui bloquerait le bon, on va dire, l'avancée du bol alimentaire, enfin le bon flux de l'intestin. Et les causes iatrogènes, c'est tout ce qui est médicaments. Certains peuvent provoquer le SIBO, surtout s'ils sont pris de manière chronique. Donc la première cause de SIBO, c'est l'intoxication alimentaire. C'est la fameuse tourista, SIBO post-infection en fait. Il y a beaucoup d'affections qui peuvent, je les ai listées, encore c'est pas exhaustif, mais voilà, beaucoup d'affections qui peuvent engendrer des problématiques de dysmotilité au niveau de l'intestin grêle, l'hypothyroïdie, le diabète, les infections chroniques, tout ce qui est maladie de Lyme par exemple, le SAMA, la dysautonomie, le POTS, les atteintes du système nerveux également. Tout ce qui est déficience dans la sécrétion intestinale, les enzymes, la bile, l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ça aussi, ça peut jouer. Ça peut augmenter le risque de développer un SIBO. Fatigue surrénale, hypothyroïdie également, ça va impacter aussi la bonne physiologie intestinale. Ça va impacter aussi la sécrétion par exemple des enzymes. Parce que vous êtes en hypothyroïdie, vous sécrétez moins d'enzymes, moins de bile, vous avez moins d'acidité aussi qui est sécrétée. Ce qui peut altérer le flux intestinal, c'est tout ce qui est chirurgie abdominale. Alors, il y a un lien très important à un moment donné. On disait que les gens qui avaient le SIBO, c'était que les gens qui avaient des chirurgies abdominales. Bon, c'est absolument faux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une cause. Il y a quand même beaucoup de gens qui développent des SIBO suite à des chirurgies, à des chirurgies bariatriques ou des résections de parties de l'intestin suite à une maladie de Crohn ou autre. Et ça développe des adhérences, du tissu cicatriciel qui va empêcher le bon flux. L'endométriose aussi fait développer des adhérences au niveau digestif. La sclérodermie, c'est une maladie spécifique qui engendre une sclérose de différents tissus. Les causes iatrogènes, les opiacés, les IPP également. Les IPP, il y a plusieurs publications qui mettent en évidence que ça augmente le risque de SIBO, et de manière assez significative quand même. Les antibiothérapies répétées, ça peut perturber le microbiote, notamment le microbiote de l'intestin grêle, et mener au développement de SIBO. On va dire, tiens, un antibio provoque le SIBO et on soigne ça avec un antibiotique. Oui, comme je dis, il y en a qui sont plus ou moins adaptés. Après, ça, c'est sur les causes du SIBO. Pour l'IMO, elles sont globalement les mêmes. C'est moins étudié, à l'exception de l'intoxication alimentaire. L'intoxication alimentaire ne provoque pas un IMO. L'IMO peut être associé au SIBO, donc il peut avoir une intoxication alimentaire qui a provoqué le développement d'un SIBO et un IMO qui s'installe derrière, mais sinon, ce n'est pas une cause d'IMO, l'intoxication alimentaire. L'hypothyroïdie semblerait favoriser l'IMO ainsi que les antibiothérapies répétées, puisque ça sélectionne les méthanogènes, il faut le savoir. Et pour l'ISO, on a beaucoup de causes aussi en commun avec le SIBO, exemple l'intoxication alimentaire. Ça peut être favorisé aussi par les antibiothérapies, l'ISO, un régime très riche en produits animaux, en acides gras saturés, très faible en fibres, en produits végétaux aussi, sur du long terme, ça augmente les bactéries sulfato-réductrices. Donc là, c'est comment on déclenche un SIBO chez l'animal. Je dis c'est pas gentil, mais c'est simple. En gros, on injecte des toxines bactériennes que peuvent produire certaines bactéries. Ça va générer en fait des auto-anticorps qu'on appelle antivinculines. Ils vont s'attaquer à la vinculine, qui est une protéine qu'on retrouve au niveau du système nerveux entérique. Cette vinculine, son expression, on la voit diminuer, due à l'attaque à cause des auto-anticorps. Ce n'est pas une maladie auto-immune, mais c'est une sorte d'auto-immunité non conventionnelle qui est générée ici par une toxine bactérienne. Et donc, ça peut amener tout ça à développer une altération du CML, du complexe moteur migrant, donc de la chasse d'eau intestinale, d'où le fait que ça peut amener à un SIBO. Donc, l'adaptation du régime alimentaire. Alors, le gros problème dans le SIBO, c'est les glucides de manière générale. Les bactéries qui pullulent dans le SIBO, elles peuvent fermenter tout et n'importe quelle source de glucides. Ça peut être les glucides contenus dans les céréales, les légumes amidonnés, tubercules, les fruits, tout ce qui est noix, oléagineux, graines, même les bouillons. Vous voyez, les bouillons d'os, des fois, il y a dedans des glycosaminoglycanes qui sont des molécules glyciques qui peuvent aussi être utilisées et peuvent être fermentées par les bactéries. Donc, des fois, des gens qui réagissent mal au bouillon d'os, qui ont des douleurs, des ballonnements, etc., c'est pas forcément juste lié à une histoire d'histamine ou autre, ça peut être lié aussi à la présence de ces composés-là. En cas de SIBO, les bactéries peuvent les utiliser. C'est pas chez tout le monde,
Il y en a qui n'ont aucun problème voilà, avec les noix, les oléagineux. Ils tolèrent très bien la pomme de terre, le riz, et d'autres vont énormément ballonner avec le riz. Donc, c'est vraiment individuel. Les diètes préconisées dans le cadre du SIBO, c'est supprimer de manière souvent assez générale et drastique, des fois pendant un moment, toute source de glucides. Donc, on a des fois des régimes où non seulement on limite les FODMAP, mais on va enlever aussi tout ce qui est amidon, même le riz, le quinoa, les pommes de terre, etc. Donc, il y a souvent voilà, dans les diètes SIBO, des diètes comme ça un peu restrictives au départ, hein, pour réduire les symptômes, où on enlève la plupart des sources de glucides, en fait. Donc, dans le cadre du SIBO, bon là, c'est des conseils généraux que j'ai mis, c'est des conseils, on va dire, très, très généraux. Mais en tout cas, il faut faire attention aux aliments crus, aux aliments complets, les légumineuses, tout ce qui est voilà, très riche en fibres. Il faut penser aussi à blanchir le légume, c'est tout bête, mais en blanchissant le légume, vous éliminez une partie des FODMAP, donc ça permet aussi une meilleure tolérance des patients, des fois, à certains légumes, qui, une fois blanchis, ils provoquent peu ou du moins beaucoup moins de symptômes. La limitation des FODMAP, oui. Retenir aussi que la quantité compte, c'est-à-dire que chaque patient peut tolérer des fois des aliments qui contiennent des FODMAP, mais ça va être la quantité. Il y en a qui peuvent tolérer un quart d'avocat, d'autres c'est un demi, d'autres peuvent le manger en entier. Donc il n'y a pas de règle, fixe. Hein. Il faut vraiment personnaliser aux patients. Les produits amidonnés, généralement les mieux tolérés, c'est le riz, plutôt le thaï que le basmati. Alors le basmati, c'est bien, c'est un index glycémique qui est plus bas, mais si l'index glycémique est plus bas, c'est aussi il est plus fermentescible en fait. Alors que le thaï, qui a un index glycémique plus élevé, et par contre plus digeste et provoquera probablement moins de symptômes. Alors dites-vous, les diètes SIBO, ce n'est pas des diètes saines pour la santé, on est plus sur des considérations, manger des légumes, des fibres, des index glycémiques bas, on essaye de limiter au maximum les symptômes des gens, le temps de prendre en charge leurs problématiques pour qu'ils aillent le mieux, le plus vite possible. Donc il y a des diètes qui sont adaptées, notamment, alors il y en a plein, là pareil, je ne peux pas vous lister toutes les dizaines de trucs qui existent là-dessus, mais en tout cas, il y a la diète du biphasique du Dr Jacobi, qui est une des plus connues. Elle est d'ailleurs déclinée en biphasique standard, biphasique histamine, biphasique végétarienne. Alors pour les végétariens, et c'est aussi plus adapté pour l'IMO. On n'est pas obligé de faire quelqu'un qui n'est pas végétarien, le faire devenir végétarien. Vous pouvez quand même lui dire, suis la diète biphasique végétarienne, mais tu peux manger quand même du poulet, voilà, je te laisse la viande, etc. Mais remets un petit peu plus de produits végétaux, va plus vers cette diète-là. Les recommandations pour l'ISO, ça va être surtout de limiter en fait les aliments riches en soufre. C'est surtout ça qu'il faut limiter en fait, et favoriser plutôt ceux qui sont faibles notamment en composés soufrés. Donc, on a tendance à dire aux gens de faire attention aux produits laitiers, surtout tout ce qui est graisse saturée. C'est tendance à augmenter la production d'H2S et les bactéries productrices d'H2S. Donc, tout ce qui est œufs aussi, faire attention. Les viandes rouges, les crustacés qui sont assez riches en acides aminés soufrés. Tout ce qui est oignons, ail, radis, asperges, poireaux, les crucifères. Faire attention aux conservateurs dans les aliments. Hein. Il y a beaucoup d'aliments séchés, notamment qui contiennent des sulfites. Éviter les carragénanes également, qui sont des émulsifiants. Ça doit être naturel, les carragénanes, il y a plein d'études qui montrent que ça perturbe le microbiote et ça augmente les bactéries H2S. Donc, éviter les carragénanes. Attention s'il y a des compléments. Hein. Il y a des compléments qui contiennent des sulfates, comme la chondroïtine sulfate, des enzymes soufrées, comme la bromélaïne. Donc, il y a plein de choses. C'est bien de faire attention à l'alimentation. Chez les gens qui ont l'ISO et d'éviter les aliments soufrés, mais faites attention quand vous donnez les compléments à ne pas donner des choses qui pourraient soit augmenter les bactéries H2S en elles-mêmes, soit leur fournir des substrats soufrés. Donc on conseille aux gens plutôt de manger la viande blanche, les aliments faibles en composés soufrés, un peu de soja également si on peut introduire. On sait que les isoflavones de soja peuvent aider un petit peu à diminuer l'H2S. Favoriser la cuisson à l'eau. Alors, c'est pas très bon de cuire une viande à l'eau, mais ça permet d'éliminer une partie du soufre dans l'eau. Donc, des fois, on est obligé de passer par ça au départ. Sachez que les diètes faibles, toute diète du SIBO doivent être faites sur un temps court durant le temps de la prise en charge, on va dire, le plus court possible. Les diètes faibles en soufré sont suivies 3 à 4 semaines maximum. On fait ça de manière assez drastique au départ et ensuite on réintroduit les produits soufrés un par un. On ne peut pas mettre quelqu'un sur un régime faible en soufre sur du long terme, c'est dangereux.
faut pas du tout le faire. C'est vraiment temporaire. C'est vraiment pour couper toute source de soufre. Vous allez diminuer les bactéries et l'H2S produit en même temps que vous prenez en charge la personne. Il ne faut pas le couper ça sur du long terme. Donc en résumé, pour le SIBO-hydrogène, c'est la biphasique ou la biphasique histamine si en plus la personne a des problèmes d'histamine. Ça, vous pouvez le télécharger sur Internet, vous pouvez aller voir, on trouve ces diètes-là. La végétarienne SIBO biphasique plutôt pour l'IMO et la low sulfur diet pour l'ISO. Concernant la prise en charge micronutritionnelle, il y a différents niveaux de prise en charge. On va appeler premier, second et troisième niveau. Alors, le troisième niveau est le plus important, mais si les deux autres ne sont pas suivis, ça n'a aucun sens. C'est un peu comme des rouages, hein. Il suffit d'en enlever un et puis ça avance plus sur l'horloge. Là, c'est pareil. Donc, les premiers niveaux de prise en charge dans le cadre du SIBO, de l'IMO et de l'ISO, c'est, bon, quand je dis équilibre alimentaire, c'est même si les régimes préconisés sont là pour gérer aussi les symptômes, sauf dans le cadre de l'ISO où le régime, lui aussi, un peu curatif. Autant vous pouvez vous sortir d'un SIBO sans faire de régime drastique, puisque ce n'est pas le régime qui va soigner la problématique. D'ailleurs, des gens, quand on prend des antibiotiques, on dit de ne pas faire de régime drastique en FODMAP, il faut nourrir les bactéries pour que les antibiotiques soient efficaces. Donc il y a des gens, ils ne font absolument pas de régime restrictif, ils ont le SIBO, ils prennent les antibiotiques, les antimicrobiens sans faire de régime restrictif, et ça se passe bien aussi. Ce n'est pas une obligation. Par contre, à cas d'ISO, le régime alimentaire est extrêmement important. Il fait vraiment part du protocole. Donc la réduction des soufrés et la réintroduction progressive aussi des FODMAP en cas d'ISO. C'est important de ne pas trop limiter les FODMAP. Plus vous les limitez, plus ça tendance à aggraver cette problématique. Donc le premier niveau, comme j'ai dit, l'équilibre alimentaire. Le meal spacing, c'est important. Éviter les grignotages. Éventuellement, alors jeûne intermittent, là, c'est pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit, ces considérations-là. C'est tout simplement parce qu'en laissant des périodes de temps plus longues sans manger, vous allez mieux favoriser l'activation du complexe moteur migrant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, en faisant le jeûne intermittent avec les troubles digestifs, se sentent beaucoup mieux, ont beaucoup moins de ballonnement, etc. C'est parce que ça permet au CMM de mieux fonctionner. Donc temporairement, ça peut être mis en place. Du moins, surtout important d'éviter les grignotages, d'avoir des repas structurés avec au moins 4 heures entre chaque repas. Ça, c'est le plus important. Jeûne intermittent le soir, ça peut être envisagé, ça dépend aussi si la personne si la personne est déjà en sous-poids, lui retirer un repas, c'est pas forcément plus la meilleure des idées, c'est individualisé. Gestion du stress, ça aussi, c'est très important. Les seconds niveaux, c'est tout ce qui va être digestif. Pensez aux enzymes, aux plantes amères. Il faut que la personne ait suffisamment d'enzymes. S'il y a des problèmes biliaires, il faut rajouter de la bile. S'il y a des problèmes d'hypochlorhydrie, il faut augmenter l'acidité par les plantes amères ou la bêta-NaCl. Ça, c'est des choses importantes. Si ça ne fonctionne pas, si la digestion ne fonctionne pas, vous n'allez pas vous débarrasser après du reste des problèmes. Travailler sur la perméabilité intestinale. Ça peut être intéressant durant les premières phases. Dans le régime biphasique, c'est en 2 phases, biphasique. Et la première phase est souvent plus stricte, la seconde un peu moins. Dans la seconde, on introduit souvent les antimicrobiens, et dans la première phase plus stricte, qui sert à diminuer les niveaux de fermentation, on travaille souvent sur aider la digestion, rajouter des éléments pour travailler sur la perméabilité intestinale. En gros, préparer le patient à bien supporter le reste. Bon, le troisième niveau, c'est les diètes dont je vous ai parlé, les antimicrobiens naturels, les antibiotiques ou l'élémental diet, qui est quelque chose de particulier. Les prokinétiques aussi, c'est important dans le cadre du SIBO. Donc, il y a 3 options en fait pour la réduction de la charge bactérienne. Les 2 options, ici, je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a énormément de choses à dire, mais je vous le mets pour information. Donc, il y a la possibilité d'utiliser d'antibiotiques. Enfin, du moins, quand vous êtes médecin, vous pouvez prescrire. L'élémental diet, ça c'est une diète un peu, comme ça s'appelle, élémentaire, où en fait, le principe c'est de se nourrir pendant 2 semaines que d'acides aminés. C'est pas très bon. Maintenant, ils ont amélioré les goûts, mais d'acides aminés, de triglycérides à chaîne moyenne, il y a des vitamines et puis un peu de glucose. En gros, tout est absorbé dans la première partie du grêle très rapidement et en gros, vous affamez les bactéries. On vous nourrit vous. Le but, c'est de pas faire un jeûne de 2 semaines ou 3 semaines non plus. En gros, vous vous nourrissez de cette poudre-là et du coup, ça va affamer les bactéries. On va avoir une mort des bactéries et ça peut être très efficace, en tout cas, les elemental diet où en 2 semaines, vous arrivez à réduire les taux de méthane ou d'hydrogène autant que sur 6 mois de protocole antimicrobien, voire plus. Mais bon, c'est difficile à mettre en place, c'est pas très. Faut avoir le moral aussi pour pendant 2 semaines boire que des poudres matin et soir, c'est pas avoir des baisses d'énergie, ça se met pas en place comme ça dans le premier abord. Dans les antimicrobiens naturels, on fait souvent des rounds de 4 à 6 semaines.
qui peuvent être répétés plusieurs fois en faisant des pauses, parce que des fois, vous avez des plantes, vous ne pouvez pas laisser en continu. L'origan n'est pas tout toxique. Vous ne pouvez pas donner 6 mois d'origan en continu. Sinon, votre patient va bousiller le foie. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc là, ce sont les plantes qui sont utilisées pour les configurations. Donc pour l'hydrogène, il y a la berbérine et l'origan notamment. Ce que j'ai mis en rouge, c'est souvent le plus efficace. Berbérine et origan, ça marche bien. On peut utiliser aussi des extraits de grenade, le Nîmes. C'est un petit peu moins fort, du coup. Il faudra plutôt tabler sur ça. En cas de méthane, on peut utiliser la berbérine, l'origan, mais ça, c'est pas très efficace contre les méthanogènes. Un peu plus l'origan oui, mais pas la berbérine. Donc il faudra toujours coupler avec de l'alicine, fortement dosée. Donc il y a un produit qui s'appelle Alimed, qui est très reconnu, qui est utilisé par tous les gens qui travaillent sur le SIBO, et notamment beaucoup les Américains. C'est vraiment un produit très efficace, avec une alicine stabilisée. Ils ont un brevet dessus, c'est les seuls à l'avoir, donc personne ne peut reproduire les produits qu'ils ont. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui sont efficaces, Alimed, où il y a beaucoup de retours en tout cas. Pour l'H2S, il faut mieux y aller sur des choses douces. On peut utiliser l'origan, mais d'expérience, pas forcément là où ça marche le mieux. Il faut mieux tabler sur des choses plus douces comme des polyphénols, la grenade, la pigénine. Bon, ça, on trouve dans le persil, mais il faut prendre des compléments. Vous n'allez pas faire manger 6 bottes de persil par jour aux gens. Le giogulan aussi, qui est une plante qui peut aider à réduire les bactéries d'hydrogène sulfureux. Donc, je vous ai mis là les combinaisons. On va essayer de finir en 5 minutes. Je vous ai mis les différentes combinaisons qui peuvent être intéressantes avec les dosages. Donc là, il y a les combinaisons pour l'hydrogène, les combinaisons pour le méthane, les combinaisons pour l'H2S. Donc par exemple, pour l'hydrogène, vous pouvez faire des combinaisons comme berbérine-origan ou berbérine-grenade, origan-Nîmes, par exemple. Donc un round, c'est 4 à 6 semaines. Ensuite, on essaie de faire une petite pause, surtout quand il y a des produits comme l'origan. Autant la grenade, c'est un polyphénol. La grenade, vous pouvez en donner pendant 10 ans tous les jours en continu, ça ne posera absolument pas de problème. C'est l'avantage des polyphénols. Ça diminue les bonnes bactéries, ça augmente les bonnes, et ça n'a pas d'effet secondaire important. Ça peut être pris au long terme. L'origan ne peut pas être pris au long terme. Le Nîmes non plus. Et la berbérine, au long terme, on sait que ça diminue quand même les lactobacilles. C'est quand même un impact sur le microbiote et sur les bonnes bactéries aussi. Donc, envisager la berbérine sur du long terme, ça peut être aussi problématique. Les plantes antimicrobiennes, c'est plus respectueux que les antibiotiques, mais ça a quand même des conséquences. L'origan, vous détruisez aussi les bonnes bactéries avec. Donc, attention aussi aux plantes. C'est parce que c'est une plante, c'est pas dangereux, ou que ça peut être utilisé en continu. Pour le méthane, faites en sorte qu'il y ait toujours de la lysine. Ça, c'est la base, vraiment pour les méthanogènes. Et ensuite, en même temps que vous réduisez les méthanogènes, il faut essayer de réduire aussi les bactéries qui produisent de l'hydrogène, puisque souvenez-vous que le méthane est produit à partir d'hydrogène. On essaie souvent de cibler les deux flores. Donc berbérine alicine, origan alicine, Nîmes plus alicine, ça c'est intéressant. Le Nîmes aussi agit un petit peu sur les méthanogènes d'ailleurs. La berbérine très peu sur les méthanogènes. L'origan un peu quand même. Donc, je trouve que c'est une bonne combinaison, c'est ça, c'est l'origan alicine et puis le Nîmes alicine. Pour l'H2S, pensez plutôt à, comme j'ai dit, utiliser des choses douces, plutôt les polyphénols, notamment les polyphénols de grenade, l'acide éllagique par exemple, la pigénine. Ça, c'est une association que j'ai fait un jour. Je regardais un peu dans les publis, je me dis, il faut que je trouve un truc plus efficace sur l'ISO. Et je suis tombé sur la pigénine avec plein de publications intéressantes, notamment sur la diminution des désulfovibriaux et des bactéries productrices d'H2S. Donc, du coup, j'ai trouvé que cette combinaison marchait quand même assez bien. C'est doux, donc ça prend quelques mois pour agir, mais il n'y a aucun problème à le prendre en continu ou sur du long terme. Ça, c'est l'avantage. Et l'avantage des polyphénols et de ces molécules-là, c'est que vous n'abîmez pas le bon microbiote. Vous augmentez les bonnes bactéries tout en diminuant les mauvaises. Donc, il y a vraiment un effet de rééquilibrage avec les polyphénols. C'est pour ça que moi, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, éviter les rechutes. Je vais finir là-dessus. Pour éviter les rechutes, il y a des choses importantes à avoir en tête. Identifier là où les causes du SIBO. Il y en a parfois plusieurs. Si vous n'identifiez pas les causes, le problème va revenir. C'est comme si vous avez un trou dans votre toit, il pleut dans le salon, vous passez à la serpillière. Si vous ne réparez pas le trou dans le toit, une semaine après, la prochaine pluie, vous êtes bon à repasser à la serpillière. Donc en gros, repasser à la serpillière, c'est reprendre tous vos protocoles. Ne pas aller trop vite dans les réintroductions alimentaires. Des fois, les gens vont mieux, disent « Ah, je vais mieux » et tout. Puis ça y est, 2 jours après, on mange comme avant. Et puis les bâillements reviennent, les soucis. On dit « Ouais, mais attendez, là, votre microbiote a quand même pris un coup, vous avez eu des protocoles longs,
vous avez appauvri votre microbiote, ça fait déjà des mois, voire des années, chez certains, vous n'avez plus mangé de FODMAP, vous ne pouvez pas tout réintroduire comme ça d'un coup, il faut y aller progressivement. Donc ne pas brûler les étapes, c'est important. Et soutenir, j'ai mis en gros, mais ça c'est un des trucs les plus importants, soutenir la bonne motilité de l'intestin grêle est crucial en cas de SIBO. D'ISO aussi, surtout si c'est un SIBO H2S. Pour l'IMO, disons que si c'est des méthanogènes localisés dans le côlon, il n'y a pas forcément nécessité d'utiliser les prokinétiques. Par contre, si vous pensez que l'IMO est associé à un SIBO ou qu'il y a un risque qu'elle soit associée, il faut mettre les prokinétiques. Il faut mieux en mettre, vous ne ferez pas de mal. Si vous les oubliez, ça peut être une erreur et ça peut provoquer des rechutes chez certains patients. Si vous les mettez et qu'il n'y en a pas besoin, au pire, il ne se passera rien de mal. Donc l'altération du complexe moteur migrant, là je vous ai expliqué qu'est-ce qui amène à cette altération du CMM. Alors il y a plusieurs causes, mais vous avez expliqué que l'intoxication alimentaire était une cause courante de SIBO. Et donc ça c'est le mécanisme, vous pourrez regarder plus en détail, qui explique comment on a une altération de ce CMM. C'est via la génération d'anticorps antivinculine qui vont justement diminuer le nombre de cellules interstitielles de Cajal, c'est les cellules pacemaker d'intestin grêle. Donc si vous n'avez plus vos cellules pacemaker, il n'y a plus un CMM qui fonctionne bien. Et si la chasse d'eau ne fonctionne plus bien, il y a un développement du SIBO. Donc intoxication alimentaire, notamment via ces bactéries-là, pensez qu'il y a un risque qu'il y ait un développement de SIBO. Si votre patient a développé des troubles digestifs suite à un tox alimentaire, il y a des grandes chances que ça soit un SIBO. Ça, c'est clair. Et donc, les prokinétiques, à la rescousse. Donc là, c'est les super-héros qui arrivent. Là, les prokinétiques, c'est des substances ou des médicaments qui vont améliorer le fonctionnement du CMM. Là, je vous ai listé ces choses que vous pouvez retrouver chez SimpliCure, d'ailleurs. Une liste de prokinétiques naturels. Donc, il y a tout ce qui est gingembre, formule à base de gingembre, des formules de plantes aussi. Alors, je parlais d'Iberogast. Bon, l'Iberogast, faites attention parce qu'il y a eu plusieurs trucs là-dessus, notamment ça peut chez certains provoquer des problèmes hépatiques, parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent être problématiques. Mais bon, ce produit-là est très connu dans le monde aussi du SIBO, mais attention à l'utilisation à long terme. Mais sinon, on peut utiliser des teintures d'angélique, d'artichaut, la gentiane. Ça a des propriétés prokinétiques. Tout ce qui est précurseur de sérotonine ou acétylcholine, donc le 5-HTP, le safran pour la sérotonine ou l'acétyl-L-carnitine, sont intéressantes comme prokinétiques. La prise de prokinétique se fera au coucher, le soir, pour mieux stimuler le CMM. Pourquoi le soir? Parce que c'est la période de jeûne normalement la plus longue. Bon, à moins si les gens se réveillent la nuit pour grignoter, ça c'est ce truc à pas faire. Mais en tout cas, c'est la période de jeûne la plus longue, c'est durant la nuit. Donc c'est à ce moment-là où il faut mettre, avant d'aller se coucher, les prokinétiques pour favoriser un bon CMM. Voilà, j'ai fini sur les 5 piliers. Ils sont des choses importantes à avoir en tête. Et si vous voulez aller plus loin que ce que je vous ai parlé aujourd'hui, vous a intéressé, tout ça et tout, sachez que ça fait maintenant depuis 2 ans que je donne des formations là-dessus chez DFM Formation, donc notamment une formation qui dure 14 heures, qui parle des problèmes de microbiote d'une manière générale et qui est assez axée sur le SIBO, l'IMO, le SIFO, on parle aussi de candidose, tout ça, et de manière générale des problèmes de microbiote, que ce soit du grêle ou du côlon. Voilà. Super, un tout grand merci Christian, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire les 14 heures ou toute l'après-midi pour continuer, tellement il y a des choses à dire sur le sujet. Avant de passer rapidement aux questions-réponses, j'en profite pour parler de SimpliCure, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc SimpliCure a offert ce webinaire, c'est le deuxième avec Christian, et j'espère qu'on pourra en refaire. Pour rapidement résumer, on a développé une plateforme qui vous permet de facilement recommander les compléments de vos labos favoris à un seul endroit. On a remarqué, Christian vient de partager certains compléments, on voyait des produits de chez Dinveo, Supersmart, NRD, et c'est vrai qu'à mon avis, vous avez sans doute tous le cas où ça prend du temps de recommander et de faire du multilabo quand on vient chercher le meilleur complément dans chacun des laboratoires. C'est pas facile aussi pour le patient qui se prend plusieurs frais de livraison et qui doit acheter sur 3 sites différents. Et donc, on a voulu faciliter ça et créer SimpliCure, un outil qui est gratuit pour vous. Je vais vite mettre le lien ici, comme ça, vous pouvez vous inscrire directement. Hop,
Voilà, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Quand vous serez connecté sur SimpliCure, déjà numéro 1, pour répondre à toutes les questions, le replay sera disponible. Donc, vous aurez le replay du webinaire de Christian dès cet après-midi qui apparaîtra ici à gauche. Vous avez d'autres replays sur différentes thématiques. Ici à droite, les derniers labos qui nous ont rejoints, notamment Nutrilogix qui a agrandi sa gamme récemment chez nous. Et l'idée, vous êtes en consulte, vous souhaitez créer une recommandation multi-labo pour votre patient, vous venez rajouter le patient ici directement. Et on rajoute différents produits selon les besoins. Donc Christian a parlé par exemple d'Alimed tout à l'heure. Ici, on a l'Alimed qu'on peut rajouter directement. On a parlé de Trifala, d'Origan. Donc ici, on a par exemple le Trifala de chez Supersmart que vous pouvez rajouter. Un produit que Christian recommande aussi, le Daily Bowel de chez Life Extension. Donc, vous cherchez les différents produits. Si vous cherchez tout simplement l'origan, vous tapez origan ici et vous verrez les différents types d'origan qui sont disponibles chez nous que vous pouvez rajouter. Les produits se rajoutent ici à la recommandation pour le patient. Donc ici, on fait du Nutrilogix, du Life Extension, du Supersmart et Alimed. Vous avez un tableau récap pour vous assurer qu'il n'y ait pas de surdosage. Vous avez un petit avantage de 15%. Vous définissez si vous le donnez à votre patient ou si vous souhaitez prendre une partie sous format de crédit d'achat. Et tout simplement, j'envoie ma recommandation et mon patient la reçoit par mail et par SMS et va pouvoir tout acheter à un seul endroit. Donc ce sera super facile. De son côté, il reçoit un lien comme ceci et il peut tout acheter à un seul endroit. Il a moins 15% par rapport à des prix publics ou des prix pharmacie. Et il a seulement une seule livraison, un seul colis. Les frais de livraison sont offerts et donc c'est nettement plus simple pour lui. Et vous, de votre côté, vous avez le suivi. Et donc, quand vous avez un patient, vous pouvez justement cliquer sur le patient et vous assurer qu'il a bien été observant par rapport à la recommandation qui a été réalisée. Il y a d'autres petites fonctionnalités, il y a des protocoles. On développe de temps en temps des protocoles au cours des webinaires que vous pouvez retrouver ici. Vous pouvez structurer le catalogue en favoris pour retrouver les produits plus facilement. On peut faire des bons de commande papier si vous le souhaitez. Il y a une académie de formation sur laquelle vous retrouverez tous les replays des webinaires avec les slides. On retrouvera celui de Christian dès cet après-midi. Donc, je n'ai plus qu'à vous recommander de tester, de vous inscrire gratuitement sur SimpliCure, parrainer vos collègues si vous le souhaitez. Moi, je suis à votre disposition pour les questions sur SimpliCure. Sinon, on va peut-être vite passer aux questions. Hop. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Voilà, Christian, on est bon. Déjà, merci à tous de votre présence. Alors, en tant que patient, vous pouvez commander sur SimpliCure si vous venez de la part d'un professionnel. Ça, c'était la première question que j'ai de Sophie. Et je vais passer aux questions pour toi, Christian. Je ne pense pas qu'on pourra toutes les faire parce qu'on a un hard stop à 14h. Il y a Michel qui demande, pouvez-vous résumer de manière simplifiée les causes organiques fonctionnelles du SIBO, les axes principaux des causes? Ça sera redisponible dans le webinaire, c'est le schéma que j'ai montré. Hein. Ouais. Mais tout qui était listé, les différentes causes, ce sont les causes. Vous voyez, je vous ai expliqué au niveau intestinal qu'il y avait différentes choses qui permettaient de contrôler la population bactérienne. Il y a notamment tout ce qui est sécrétion digestive, il y a tout ce qui est le complexe moteur migrant, qui est la chasse d'eau, comme j'ai bien expliqué. Il y a tout ce qui est aussi l'immunité intestinale, le microbiote aussi de l'intestin grêle. Il faut savoir aussi que le microbiote en lui-même a aussi un rôle de contrôle des populations. Quand le microbiote est équilibré, normalement, il y a moins de risques aussi qu'il y ait des problématiques de pathogènes qui prennent le dessus, enfin de pathobiontes plutôt. Donc les causes du SIBO, c'est les 4 que j'ai mis en évidence. Il y a des causes iatrogènes, donc provoquées par certains médicaments. Il y a des causes qui altèrent le bon flux intestinal, vous voyez, comme quelque chose qui est bloqué, qui empêche le flux de bien fonctionner. Il y a des causes qui altèrent la motilité de l'intestin grêle, donc c'est le fonctionnement du complexe moteur migrant. Il y a les causes qui sont les causes qui vont impacter la physiologie digestive, manque d'acide chlorhydrique, manque de bile, etc. Voilà. Tout est détaillé sur le tableau. Très clair, c'est vrai, tu en avais déjà parlé. Magali qui dit, comment prendre en charge le SIBO lorsqu'il est lié à un traitement médicamenteux chronique ne pouvant être arrêté? Hydrocortisone notamment, en lien avec une insuffisance surrénalienne chronique. Quel protocole adopter et quelle temporalité dans le traitement du SIBO? L'hydrocortisone n'est pas un médicament qui provoque un SIBO. Hein.
C'est l'hydrocortisone et le cortisol bio. En plus, vous êtes en insuffisance surrénalienne. Il y a une insuffisance surrénalienne chronique, donc on peut arrêter l'hydrocortisone, sinon on meurt. Là, on n'est pas sur, on est sur une maladie. L'hydrocortisone, c'est le cortisol bioidentique. Donc, la personne qui a une insuffisance surrénalienne chronique, elle en a besoin. Au contraire, si arrêter l'hydrocortisone, non seulement le SIBO ne se régulerait pas, mais c'est impossible. Il ne faut pas confondre l'hydrocortisone avec les corticoïdes puissants comme la dexaméthasone et tous les trucs. Donc, l'hydrocortisone n'est pas un médicament qui provoque le SIBO en soi. Ok. Michel qui te demande est-ce que dans le SIBO, les bactéries pratiquent le quorum sensing qui peut rendre difficile le traitement? Alors, le quorum sensing, il faudra expliquer parce qu'il y a peut-être tout le monde n'a pas entendu parler de ça. Le quorum sensing, c'est une sorte de communication qu'il y a entre les bactéries, mais même la flore fongique aussi. Il y a même des communications entre les bactéries et la flore fongique. Le candidat, par exemple, des fois envoie des signaux et va se mettre en coopération avec certaines bactéries pathobientes, justement. Dans le SIBO, on n'a pas de... c'est des choses, j'en parle un petit peu justement dans ma formation. C'est intéressant la question, parce que je me posais des fois aussi je vous parlais du fait que le SIBO, on pourrait l'appeler le SID, en fait, Small Intestinal Dysbiosis, c'est qu'on a vraiment une rupture de l'interaction et de la communication entre les bactéries. Et effectivement, le quorum sensing, c'est quasiment, on peut être que sûr qu'il est altéré dans le cadre du SIBO. Et c'est peut-être pour ça, des fois aussi, que certains polyphénols, notamment, je parlais de la grenade, ou même l'utilisation de certains probiotiques qui permettent aussi d'agir sur le quorum sensing, peuvent avoir des effets bénéfiques. En cas du SIBO, il faut faire attention avec les probiotiques. Tous ne sont pas recommandés. Il faut utiliser des souches spécifiques qui ont bien été validées. Mais en tout cas, il y a des gens qui ressentent des bienfaits avec des approches plus douces concernant le SIBO. Donc, on comprend bien qu'il y a probablement un problème de quorum sensing, effectivement. Ok. Jérémy qui te demande est-ce que le régime FODMAP plus limitation des glucides est fondamental lors de la phase de traitement du SIBO-IMO? Il y a plusieurs écoles. Il y a les écoles qui disent, en soi, c'est pas faux, le régime alimentaire ne va pas régler la problématique. C'est pas comme la maladie cœliaque où vous arrêtez le gluten et là, il n'y a rien d'autre à faire et vous arrêtez le gluten totalement et il n'y a plus de problème. Là, si vous enlevez les glucides, les FODMAP, si vous enlevez tous les sucres fermentescibles, vous faites le truc le plus, on va dire, le plus drastique, un régime, pas un régime cétogène, un régime carnivore. J'en mange que de la viande, ils prennent du gras, aucun fruit, aucun légume, aucun sucre. Bon, là, c'est une très mauvaise idée parce que vous allez risquer de finir en ISO. Vous aurez toujours le SIBO et en plus, vous aurez chopé un ISO. Donc, c'est ce qui se passe malheureusement sur des gens qui font le régime carnivore et qui disent « Ah, c'est génial, je ballonne plus ». Oui, ok, pendant qu'ils font ce régime-là, mais dès qu'ils l'arrêtent, tous les problèmes reviennent. Donc, votre régime ne va pas vous sortir du SIBO, c'est la régulation des causes et la prise en charge complète. Par contre, la limitation des glucides, des FODMAP peut être importante, surtout chez les gens qui ont énormément de symptômes. Vous avez des gens qui ont peu de symptômes, vous avez des gens qui ont énormément de symptômes, qui ont perdu du poids, qui ont des douleurs, ils sont dans un état complètement délabré. Et le temps de prendre en charge le SIBO, le fait de diminuer les FODMAP et les glucides, ça va permettre déjà qu'ils aillent mieux, qu'ils aient moins de douleurs, qu'ils retrouvent un peu de vitalité aussi. Donc, c'est vraiment adapté en fonction du patient. Par contre, pour l'ISO, le régime est obligatoire. Là, il ne faut pas faire l'impasse de réduction des soufrés. Là, ça fait presque partie du traitement. Dans le cadre du SIBO, l'IMO, le régime, on va dire, est aussi important, mais peut-être un peu moins que dans le cadre de l'ISO. Ok. Quid du test urinaire au mannitol lactulose? Y a-t-il des laboratoires qui le font ou les tests respiratoires sont suffisants? Ça, c'est le test mannitol lactulose, c'est pour évaluer la perméabilité intestinale. Ça se fait d'ailleurs pas comme ça se fait dans des laboratoires de recherche ou autre souvent. En tout cas, c'est pas un test SIBO, le test mannitol lactulose. Ça, c'est le test de référence pour la perméabilité intestinale. C'est le test au lactulose et au glucose respiratoire. Vous parlez de test urinaire, donc il ne faut pas confondre. Okay. Il y a des laboratoires qui le font, donc il y a des CHU, effectivement, des hôpitaux. Bon, souvent, ils font au glucose uniquement et quasiment pas au lactulose. Après, il y a les possibilités de faire les tests à domicile. Il y a plusieurs laboratoires. Cibolab, par exemple, en Allemagne, qui est un des leaders européens. Ils livrent partout en France et en Europe, même même en Outre-mer. Cibolab, voilà, par exemple. Il y a Ibiot en France aussi, qui livre les tests à domicile. Synlab, qui s'est mis en faire. Enfin, voilà, il y a différents laboratoires.
Il y a pas mal de questions là-dessus parce qu'on va devoir clôturer, hein, mais si tu as déjà indiqué les tests types à réaliser et si oui, auprès de quel labo, peut-être avoir une petite liste des tests à réaliser par labo serait super. Je ne sais pas si tu as ça. La liste des laboratoires qui peuvent proposer Ouais. les tests respiratoires? Ouais, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. On demande avez-vous déjà indiqué les tests types à réaliser et si oui, auprès de quel labo? Et c'est revenu 2-3 fois dans les questions. Donc, Après, la liste elle est un peu longue, ça va dépendre des causes. Si on suspecte une hypothyroïdie, ben, il y a tout un tas d'analyses à faire. Si on suspecte un manque d'acide biliaire, ben, il y a aussi le dosage des acides biliaires qui peut être fait. Si c'est un problème pancréatique, bon là c'est une insuffisance pancréatique, c'est un diagnostic médical, il faut faire un diastase fécale par exemple. Enfin, le nombre de tests, c'est énorme. Enfin, ça va dépendre. C'est normalement votre praticien qui est censé être formé, essayer de comprendre d'où viennent vos problématiques pour vous donner le test nécessaire. Sinon la liste, c'est 100 tests qu'on pourrait faire potentiellement. Ok, de toute façon, tu viens de donner 2-3 labos tantôt. Donc je pense que c'est assez clair pour ceux qui veulent, ils pourront regarder le replay. Il y a beaucoup trop de questions pour y répondre là maintenant. Si tu veux, Christian, je te les enverrai par mail dans la foulée. Celles qui sont plus pertinentes ou auxquelles tu as le temps, on pourra y répondre. Je voulais vraiment encore une fois te remercier. C'était super, super clair. Merci à vous tous aussi d'avoir été présents. Encore une fois, bonne année à tous. Christian, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres webinaires ensemble. Merci encore une fois pour ce contenu et cette séance. C'était super, super. Avec plaisir. Bon Bonne après-midi. journée. Au revoir.